Ça a quand même été la surprise de 2024. Dans ce nouvel épisode de Blogs, on accueille Sadek. Est-ce que le fait que tu sois à Dubaï, que tu as un background de rappeur et que groupe Telegram, TikTok, etc., on te traite de scammer, rappeur, trader, entrepreneur. Et je suis rentré en clash avec trop de rappeurs, etc. Il a surpris tout le monde en 2024 en passant de la scène au marché. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans la crypto pour de mauvaises raisons. On a parlé trading, crypto et bien sûr d'argent. Moi, je crois pas à la formule miracle, au mec qui arrive, qui met 500 $, et qui fait 1 million. Et là, toi, cet aspect philosophique, t'es là pour l'argent. Il nous a vraiment répondu sans filtre. Que le même coin, c'est du ne nous mentons pas, c'est premier arrivé, premier servi. Et le dernier, il va manger les pots cassés. Je viens faire plus 760% en 29 jours. C'est public, ça? Ah ouais, totalement public. La meilleure plateforme pour acheter des cryptos. Au risque de me faire encore des ennemis, j'ai beaucoup de mal avec... C'est Blogs, comme d'habitude, abonnez-vous et c'est parti pour cette vidéo. Quand on vient, on me dit oui mais tu fais pas d'argent, je dis mais les gars, je fais pas d'argent, je suis endetté. Salut tout le monde, c'est Nico pour un nouvel épisode de Blogs et aujourd'hui on est avec Mister Sadek. Comment ça va Nico? Ça va et toi? Merci de m'accueillir, ça me fait très plaisir. Je suis très friand de blogs, des contenus qu'il y a sur Instagram et sur les réseaux en général. Bah c'est pour ça, on t'a vu tout de suite, t'avais commenté un truc de trading d'ailleurs. Ouais. Et je me suis dit, ce serait trop bien d'avoir Sadek en interview. Bah avec grand plaisir. Parce que tu as quand même été la surprise de 2024. C'est un petit écosystème quand même, la crypto. Et d'un coup, on voit Sadek qui fait des vidéos crypto. C'est venu d'où? Ça a été quoi le déclencheur? Le vrai déclencheur, en fait, c'est que habitant à Dubaï, ici, tu vois bien que l'écosystème crypto, il est ultra développé. Peu importe les communautés qu'il y a, anglophones, françaises, pakistanaises, philippins, tout le monde touche de près ou de loin à la crypto. Et donc, sur le top de 2021, j'ai commencé à me positionner et j'ai FOMO total et j'ai fait totalement n'importe quoi pendant pas mal de temps. Et en 2023, avec des amis, justement, j'avais commencé à capter les mêmes coins et j'avais fait un très gros coup sur Bonk. Je sais pas si tu te rappelles de Bonk, pas le Bonk bot, Bonk le même coin. Et donc, j'avais reçu une petite critique sur Twitter et en coup de sang, j'avais montré que j'avais fait un gros bénéfice sur Bonk. Ensuite, j'ai été approché par une team qui s'appelait Ponké. Ouais, c'est le singe. Exactement, ouais, le singe grenouille. Et au tout début, vraiment au tout début, quand il était à 0,00002, j'en avais parlé, j'avais investi 10 000 $ dedans et il avait fait 0,85 à la TH, donc j'étais très content de ça. Et après, moi, je me suis vraiment intéressé au cycle Degen, Memecoin. J'avais compris en fait le fait que malheureusement, beaucoup de gens rentrent dans la crypto-monnaie en recherchant le côté spéculatif de Bitcoin, faire le prochain x1000, le prochain x10 000, pas avoir une alternative décentralisée à la monnaie et aux banques centrales ou l'aspect philosophique qu'on a chez les cypherpunks, etc. Et donc, là, toi, cet aspect philosophique, t'es là pour l'argent? Non, moi je suis un peu un hybride. C'est-à-dire que j'aime le fait de pouvoir contrôler ses actifs, en être propriétaire totalement. Après, ce qui m'excite aussi, c'est justement l'adrénaline qu'on peut avoir dans les mêmes coins, etc. Et j'avais compris en fait qu'il y allait avoir énormément de volume, que c'était un cycle très intéressant. Et j'ai call le bottom dessus en disant, les gars, c'est sur les mêmes coins que ça se passe. Et quand j'ai vu que les institutionnels commençaient, et même des puissances étatiques, c'est-à-dire qu'on a eu Libra, on a eu Trump, j'ai dit non, là ça pue, il faut qu'on sorte de là. Et j'avais bâti une communauté qui est toujours existante et qui est toujours très active, que je place clairement dans le top 5 si ce n'est top 1 des communautés qui s'appellent le Far West. Okay. Far West parce qu'on est dans un univers sans foi ni loi, finance décentralisée. Aucune règle. Et donc, on allait chasser ensemble. Et 24 heures sur 24, ça tournait. Et on a vu tous les mêmes coins du cycle. Et quand je dis tous les mêmes coins du cycle, MAD, vraiment tous, Brainrot. Cite-moi en un, je vais te dire exactement. Par exemple, Trump, on l'a vu à 320 millions de market cap. Okay. Dans la nuit même où il l'a sorti. Et on a revendu à 4,5 milliards à peu près tous en même temps en se disant, bon, il y a déjà Pingui qui est à 4,5 milliards. T'as tous les gros memecoins comme WIF qui ont été à plus de 5 milliards. C'était déjà top ATH. On pensait pas que Trump allait finir à 70 $. Et des gens l'ont découvert à 70 $ et ont fait la même erreur que moi en 2021 en achetant le top. C'était quoi les stratégies? C'est d'aller sur Twitter toute la journée ou il y a des groupes Discord? C'était Twitter, analyser les KOL. On avait mis des bots en place justement qui faisaient du scratching, c'est-à-dire qui repéraient les KOL en fonction de leur taux de réussite, des calls qu'ils avaient. Je fais une petite pause pour vous parler de l'appli Blogs. C'est moi qui l'ai développé, vous allez tout retrouver dessus. Un chat pour parler avec les gens, les actualités tous les jours, des quiz et des cours sur la blockchain et également un bot que j'ai développé moi-même qui vous permet de gagner du temps, de scraper Twitter en temps réel et de vous remonter toutes les informations importantes, dont des crypto-pépites. Si vous ne l'avez pas encore sur le store, c'est Blogs Crypto. C'est encore une alpha, c'est-à-dire qu'on va rajouter de plus en plus de trucs. Si vous avez des retours à me faire sur l'appli, mettez-les moi ici et on retourne dans l'émission. Avoir aussi du réseau, insider, des DAO, rentrer dans pas mal de projets en avance. Et c'était toujours le même truc, c'est-à-dire qu'à un moment, on a mis des stratégies en place de comment optimiser son investissement Memecoin. Déjà, partir toujours de la base que
tout ce que tu mets en même coin, c'est perdu. Ouais. Voilà, faut que ça reste du gamble. C'est-à-dire que je n'ai jamais dit aux gens la liberté financière vient par le même coin ou quoi. C'est non, si vous avez l'esprit des gènes et que vous êtes prêt à faire un moins 100% dans la minute, peut-être qu'on peut aller faire un x100. Et on l'a fait justement sur Peanut, Fred aussi. Et en fait, ce qui m'intéressait dans le même coin, c'est qu'on a toujours détesté, entre guillemets, l'insider trading, toute cette mécanique de Wall Street, la manipulation de marché. Et quand on nous a donné à nous, pauvres, c'est-à-dire traders en dessous d'1 million d'euros, la possibilité de faire la même chose, eh ben on l'a fait en 100 fois pire. Et c'est ça qui a été intéressant pour moi, c'est-à-dire cette mécanique psychologique humaine qu'on déteste chez les autres, mais qu'on n'hésite pas à dupliquer entre nous, et le côté PVP total du même coin. Donc toi, tu as bien accueilli ça, t'es pas comme ceux qui étaient là dans la crypto depuis longtemps, ils ont dit les meme coins c'est une connerie, c'est en train de décrédibiliser l'écosystème. Toi, tu l'as plutôt bien accueilli. Je l'ai bien accueilli parce que je pense que ça a été mon premier fait d'armes, mais je les comprends totalement. Peut-être qu'eux ont déjà plus une psychologie cypher, et peut-être qu'eux aussi ont été récompensés du fait de hold de la crypto quand tout le monde leur crachait dessus, et qu'ils n'avaient pas en fait ce côté spéculatif. Parce que moi je dis toujours, pour vraiment faire des multiples sur Bitcoin, faut soit être mort, soit en prison, soit avoir des convictions inébranlables. Je connais énormément de gens qui ont investi sur Bitcoin en 2010, 2011, etc. J'en connais pas un, enfin j'en connais moins de 10 qui ont fait des fois 1000 et qui ont hold jusqu'au même 70 000. Donc je comprends tout à fait leur perspective. Maintenant, il y a du bon et du mauvais dans tout. C'est-à-dire que ce qu'on veut, nous, en crypto, c'est l'adoption de masse. C'est justement ne plus devenir un business de clown, avoir le plus de gens qui comprennent l'utilité et le fait que ça soit une vraie alternative au dollar, une vraie alternative à la finance traditionnelle. Et peut-être que malheureusement, des fois, ça passe par rentrer dedans pour les mauvaises raisons. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans la crypto pour de mauvaises raisons. Et le temps fait que, de toute façon, il y a un tamissage qui fait. Et ceux qui restent, ils restent pour les bonnes, en final. Ouais. C'est vrai que ça a accueilli beaucoup de personnes parce que Bitcoin combien il était au début de 6,50, ça fait pas rêver. Les gens ils se disent ouais déjà je peux pas acheter un Bitcoin, les gens ils savent pas que tu peux en acheter un truc et ils se disent ouais je vais faire un x2, x3, donc c'est vrai que les meme coins tout de suite les gens ils se disent je peux faire x100. C'était un bon vecteur de nouvelles liquidités quoi. Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui sont arrivées grave sur et Bitcoin. Après Bitcoin ce qui est fou c'est que les gens ne veulent pas l'acheter à moins de 40 quand moi j'en ai parlé en décembre. Je dis moi mais attention avec des grandes pincettes, c'est-à-dire j'en parlais à ma communauté qui n'était pas éduquée à Bitcoin, à Ethereum, à Solana, qui s'intéressait à rien. Par exemple, sans parler de Bitcoin ou de Memecoin, 3 gros faits que j'ai fait cette année, c'était Ton. Okay. Ton, je l'ai donné à moins d'$. SUI aussi. Et Alpha, tu sais, la crypto qu'on mine. Ouais, Alephium, ouais. Okay. Et pareil, juste en comprenant, en fait, il y a quelque chose qui est duplicable dans l'esprit Memecoin, c'est-à-dire quelle est la narrative, l'utilité du projet. Donc dans les Memecoins, il n'y en a absolument aucune. C'est ça aussi où j'aime, mais je trouve ça moins hypocrite. Là où des gens attendent une alt season qui, pour moi, n'arrivera absolument pas, parce qu'à partir du moment où vous avez eu plusieurs années pour build d'un projet, pourquoi est-ce que d'un coup... parce qu'il y a des figures chartistes qui se dessinent, on a cassé la trendline. Non, il y a juste eu un rebond d'acheteurs et en fait, il y a tellement peu de liquidité que vous voyez n'importe quoi. Mais pour moi, quand un projet a eu de quoi bâtir pendant très longtemps et qu'il n'arrive pas à tirer son épingle du jeu, il n'y a pas de raison que d'un coup, il se réveille et il retourne à son ATH. Je pense que c'est un peu un truc on pense tous que ça va se passer comme ça. Tu vois, je l'espère pour vous. On était sur 3 cycles et ça a toujours fonctionné comme ça, mais là, c'est vrai qu'on a l'impression que les meme coins ont remplacé la alt season et que... ce qui me dégoûte, moi, en même temps, c'est que si ça devait se passer comme ça, pourquoi est-ce qu'un Trump, quand il arrive à 300 millions de market cap, il finit à 70 milliards en moins d'une semaine? C'est-à-dire que la liquidité, quand elle doit être injectée, elle est injectée surtout sur des trucs où en fait il y a peu de capitalisation. Ces projets-là, même s'ils sont sur des gros exchanges ou autres, je veux pas les citer pour pas m'attirer des communautés à dos, mais je pense qu'il y a un moment où ça ne grossit pas par miracle. Moi, je traite beaucoup, par exemple, l'or XAUUSD. C'est tout bête. Mais là, par exemple, il y a eu Israël attaque avec le Yémen. On sait que lundi matin, il faut acheter. Il y a un contexte qui fait que... Parce que c'est une valeur refuge mondiale, c'est la valeur refuge par excellence. Quand c'est la merde dans le monde, l'or monte. Quand il y a une baisse de taux d'intérêt, quand les actifs, justement, on peut aller vers des choses plus risquées, l'or va baisser. Donc, il faut savoir anticiper les corrections, les cycles de marché qu'il va y avoir. Et rien ne monte jusqu'au ciel. Et c'est vrai qu'en France, malheureusement, j'ai l'impression qu'on a une mentalité où on est beaucoup dans le « je ne veux pas perdre d'argent et j'ai peur d'en faire ». Comme disent nos amis anglo-saxons, « scared money don't make no money », c'est-à-dire si on a peur de l'argent, on ne fait pas d'argent. Et donc, c'est une manière
très spéciale d'aborder les choses. Et par contre, on est bon en développement, on est très bon en investissement. Je pense que les Français, quand je regarde les contenus, réseaux sociaux, etc., qui vont parler d'investissement, sont beaucoup plus qualitatifs que les anglo-saxons, mais ils ont une bien moins grande aversion au risque et une bien moins grande acceptation de ce qu'ils font. Parce que par exemple, le trading, tu vois, le truc de risquer 1%, etc., je suis d'accord, tout le monde le dit, mais d'ailleurs, tout le monde perd en trading. Donc si tout le monde le fait, c'est que c'est des conneries pour moi. Et en fait, ce truc de risquer 1% pousse les gens à risquer 100% de leur capital après, parce qu'ils sont pas assez flexibles sur leurs limites. Moi, je pense que quand on a un capital pour commencer avec 1000 $ ou quoi, risquer 5% par trade, c'est pas délirant. Mais il faut aller en gagner 20 derrière. Tu sais, quand nous, c'est un petit écosystème crypto, au tout début, quand tu es arrivé sur les réseaux, tu sais, les gens, ils ont dit, ouais, c'est un scammer et tout. Et tu sais, moi, je suis allé voir et je me suis dit, putain, mais il a quand même appris beaucoup de choses, tu vois. Je t'ai vu faire des vidéos sur les cryptos et j'ai dit, il est pas juste là en façade à nous parler d'un truc, il a vraiment appris la culture crypto et tout. Tu t'es formé comment, en fait? Sur le marché, vraiment. C'est-à-dire que je me suis formé en essayant. Je pense qu'on se forme beaucoup en apprenant régulièrement et surtout en allant dans des Discord, apprendre, poser des questions. C'est vrai que comme j'avais plus de 10 ans de musique, on peut dire que j'ai une certaine maîtrise de cet univers-là. Et ça a été compliqué pour moi d'accepter que dans la crypto, je suis absolument personne. Et il faut que j'accepte de redevenir élève total. Moi, je suis dans la loi des 10 000 heures. Je suis très loin de mes 10 000 heures. Et encore une fois, ce que je dis à ma communauté, je suis pas là en professeur ou en gourou. Je suis l'élève un peu cool qui vous laisse justement apprendre avec lui. Pas copier parce que c'est pas ce qui m'intéresse, mais vas-y les gars, venez, on va au CDI, quoi. Et ça me fait plaisir parce que en vrai, petit à petit, tu vois, il y a des gens comme toi ou d'autres personnes qui ont un regard bienveillant et qui me disent, bon, écoute, nous, on a compris ton intention, même des traders institutionnels en banque qui m'apprennent les options, trading de dispersion, les quants, etc., des trucs que je connaissais pas du tout, et qui me disent, écoute, on va te mentorer, en fait. C'est ce qui est génial dans les marchés financiers, c'est qu'on est tout seul, en même temps, on est ensemble et on se bat contre un grand ennemi qui n'a aucun impact sur nous. C'est-à-dire que si le pote, il a fait un RR de 20, c'est pas toi qui vas perdre de l'argent dessus. Tu te bats contre le marché et tu te bats contre toi-même. Tu te bats pas contre les potes à côté. Et c'est ça que je préfère dans le trading traditionnel que dans le même coin, où, tu vois, par exemple, beaucoup dans ma communauté, on m'a demandé de lancer des projets, etc. Et chose que je n'ai pas faite. Pourquoi? Parce que lancer un projet, c'est mettre le PVP au sein d'une communauté. Il y aura forcément des gagnants, il y aura forcément des perdants. Tu vois, je sais pas si tu avais suivi le Frérot. Bah, Frérot, par exemple, pour moi, ce que je trouve malheureux, c'est que beaucoup de gens ont fait de l'argent dessus et on les entend pas. Et c'est ceux qui perdent un petit peu ou qui perdent beaucoup qui vont évidemment râler. Mais sauf que c'est le jeu. Et comme ça n'a pas été jusqu'au truc qu'ils voulaient, c'est-à-dire réussir à développer pour faire ce système de Ponzi, parce que le même coin, c'est du Ponzi, ne nous mentons pas, c'est premier arrivé, premier servi, et ça tient tant que ça tient. Et le dernier, il va manger les pots cassés pour tout le monde. Et ça va pas aller jusqu'à là, parce qu'en France, on n'a malheureusement pas cette influence internationale. Et donc, du coup, prise de liquidité entre copains. Et ça devient problématique. Souvent, c'est comme ça. Ça a été quoi les retours des autres rappeurs, enfin, dans le monde de la musique de manière générale, quand tu as dit, ouais, je vais faire de la crypto, je me lance sur YouTube, j'ai ma chaîne? Je pense que de toute façon, c'est comme si j'étais coureur professionnel et que je me suis dit, tiens, le meilleur moyen de jamais me remettre à la course, c'est de m'arracher une jambe. Et je suis rentré en clash avec trop de rappeurs, etc. Donc, eux qui sont encore dans cet écosystème et doivent maintenir une certaine politique avec les autres, je suis un peu persona non grata dans ce milieu, mais je l'ai bien cherché, entre guillemets. Avec du recul, je me suis aussi pas mal comporté avec certaines personnes. Et donc, j'ai eu très peu de retours. J'ai encore des amis dans le milieu. Et par exemple, Fianso, qui lui a aussi fait une reconversion dans le cinéma, dans la production, etc. Il a eu un regard bienveillant et il a essayé de comprendre en fait ce que j'étais en train de faire. Et ça l'intéresse de loin. Et après, j'ai pas d'autres retours particuliers. J'ai des retours quand je croise des gens qui comprennent que je comprends et ça peut les intéresser. Et des fois, ça les énerve d'avoir raté des opportunités parce que moi, j'hésite pas à faire des calls publics. Mais quand je dis des calls publics, c'est-à-dire juste du bon sens. Quand on a un Ethereum qui passe en dessous de 1005, je dis les gars, c'est le moment d'acheter, c'est les soldes, tu vois. Et je vais avoir un pote à moi, que ce soit footballeur, rappeur ou quelqu'un qui a beaucoup d'argent au téléphone, il va me dire ouais, appartement Dubaï, je vais dire non, achète de l'Ethereum tout de suite, là c'est le moment. Tu vas faire au moins un 10% dans les 30 prochains jours. Et si c'est pas le cas, c'est qu'on est foutu. Que toi, tu te considères comme influenceur crypto ou influenceur trading? Ouais, bien sûr, on peut le dire, n'ayons pas peur des mots. J'essaye de bâtir une communauté. J'aimerais passer plus du côté trading que du côté influenceur. Mais c'est vrai que comme j'ai toujours été d'une portée sociale, entre guillemets, c'est-à-dire que je parle à des gens, naturellement, je l'ai dupliqué dans la crypto-monnaie ou dans le trading, etc. Et de l'autre côté, je vais pas mentir, je suis pas Mère Teresa. C'est une grosse source d'argent de pouvoir faire une communauté d'affiliation trading, de manger sur les volumes de trading. Et pour que ce soit périn, il faut évidemment avoir l'intention de bâtir une communauté forte et d'essayer d'avoir des résultats conséquents. C'est ce qu'on essaye de faire avec ce que j'ai monté qui s'appelle l'imprimante. Et avoir cette communauté forte me permet d'engager de plus en plus de gens, c'est-à-dire que j'ai toujours tradé tout seul. Aujourd'hui,
aujourd'hui, je peux avoir des traders qui vont venir travailler avec moi en fonction de leurs résultats, track record vérifié, des gens qui ont les allocations max FTMO, ou des gens qui peuvent faire de l'éducation, ou du coaching psychologique, des gens que moi je valide et qui ont pu m'aider à avancer, bah, je peux les rémunérer. Et cette rémunération permet à ma communauté d'avoir de meilleurs résultats. Donc, ça me permet de faire de l'upsell aussi. Et je n'ai absolument jamais caché ça. Après, de l'autre côté, je ne m'adresse pas à une communauté qui est en besoin d'argent. Parce que pour moi, le trading, c'est un sport psychologique. Alors, on joue, entre guillemets, avec de l'argent, parce que c'est les gains de nos réussites. Mais l'important, c'est de réussir ses trades. Et l'argent n'est qu'une conséquence du travail bien fait. D'abord, penser à réussir ses trades. Après, penser à gagner de l'argent. Et beaucoup de gens qui sont dans ma communauté ont réussi à scale des comptes parce que justement, ils n'ont pas besoin d'argent. Et je pense que malheureusement, quand on s'adresse à une communauté qui a besoin d'argent, c'est très dangereux pour elle parce que quand on a besoin d'argent, on ne prend pas les mêmes décisions rationnelles. Quand on a un travail où on est dans un taux horaire limité, c'est-à-dire qu'on est payé, on donne son temps contre de l'argent. Si on gagne 50 ou 60 euros par jour et qu'en trading, on voit qu'en 15 minutes, on peut faire 80 ou 100 euros, il y a un dérèglement psychologique qui se crée et peut-être une addiction, peut-être quelque chose de mauvais qui vient dans ça. Et moi, c'est pas du tout mon but. J'ai pas du tout envie de faire ça. Et je pense que ça s'adresse à un public quand même averti, assez âgé, et qui est déjà maître de soi psychologiquement. C'est-à-dire que nous, par exemple, on met beaucoup l'attrait sur des choses que peut-être il y a 4-5 ans, j'aurais pas pris en compte, mais le fait d'être sain, manger sainement, le fait d'accorder du temps à la famille, ne pas trader le week-end, avoir des règles de trade, chose que j'aurais jamais fait avant. C'est-à-dire limiter les trades par jour, peu importe les gains ou les pertes. C'est pas une histoire d'objectif quotidien, c'est une histoire de ma journée s'arrête à partir du moment où j'ai pris 5 trades. Donc ces 5 trades permettent de penser dans une mentalité de sniper, c'est-à-dire que j'ai très peu de balles, je dois tirer très peu de fois, et ça m'oblige à être beaucoup plus sélectif sur les entrées et les sorties que je vais faire. De l'autre côté, aussi, on essaye d'accompagner, c'est-à-dire que moi, ce qui me fait plaisir là, c'est que, pour donner un exemple récent, volontairement sur l'or, j'ai vu de très gros setups. Je les ai laissés entendre dans le groupe. Et plutôt que de leur dire, voilà, mes trades, prenez-les, etc., je veux voir ce qu'eux, ils font avec ça. Et ça me fait plaisir, en fait, tu vois, de voir que tu donnes les ingrédients, entre guillemets, et après... tu formes aussi. C'est pas juste t'envoies des calls ou... c'est compliqué de dire que je forme. Parce que, tu vois, quelqu'un qui va regarder l'interview va dire, mais c'est qui ce clown? De quel droit est-ce qu'il peut se dire formateur, trading ou quoi? Je partage mon expérience. C'est-à-dire que, contrairement à un banquier traditionnel qui n'a appris que ce qu'on lui a appris en école de finance, moi, j'ai appris sur le terrain, j'ai perdu énormément d'argent, je commence à en gagner beaucoup, et j'explique comment déjà éviter toutes les erreurs que j'ai pu faire, comment accompagner dans ça, parce que ces erreurs, elles sont pareilles pour tout le monde. Et de l'autre côté, j'arrive à traduire. C'est-à-dire que, tu sais, quand on va te parler de RSI, de BOS, de MSS, tous ces trucs-là qui peuvent... Wow, tu perds les gens, tu parles chinois. Non, j'arrive à te traduire. Et j'ai des métaphores, par exemple, sur le prix. La dernière fois, j'étais en live avec mon groupe. J'ai pris un verre d'eau et je leur ai expliqué juste comment sont les OB. Et j'ai ouvert un robinet et je leur ai dit, regardez, ça, c'est votre order block. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il pète. Quand il pète, c'est plouf. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus rien qui soutient. Ils m'ont dit, mais on l'avait jamais vu ça comme ça. Et ça peut paraître tellement bête, mais tu vas expliquer de façon métaphorique en mettant des images et des analogies, ça aide aussi pas mal les gens. Pareil, le RSI, et puis j'arrive à leur expliquer aussi ma vision du trading, c'est-à-dire que nous, on fait du CFD, donc on spécule sur le prix à l'achat ou à la vente. Ok. Maintenant, beaucoup parlent de smart money, mais pourquoi est-ce qu'on ne se met pas à la place de ces gens-là ? C'est-à-dire que si j'étais une banque aujourd'hui ou un fonds d'investissement, vu le contexte géopolitique actuel, vu ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce que nous disent les figures chartistes ? Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il y a un double top ? Qui prend des profits? À quel moment ils le prennent? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est-à-dire que de toute façon, l'image graphique qu'on a devant nous n'est qu'une retranscription de la psychologie des humains derrière qui forment ces bougies-là. Donc, je suis à fond sur l'analyse technique, je trouve que c'est génial, mais avoir une analyse en dézoomant le monde et essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il y a des divergences d'achat, pourquoi est-ce que par exemple sur les 3 dernières semaines, on a une session asiatique qui est en feu, alors que d'habitude c'est très calme, et qui envoie l'or dans des sommets, et de l'autre côté en Europe on ne sait pas trop où se positionner, et aux États-Unis on est vendeur à fond. Et comprendre ces cycles-là, voir les intérêts de tout le monde, c'est une belle manière aussi d'aborder le trading. Tu fais plus de fondamental que d'analyse technique? Pour moi, ouais. Je fais plus de fondamental que d'analyse technique. En fait, si tu veux, je leur dis toujours, et pour moi, je l'applique aussi, le trading est un microscope. C'est-à-dire que la première couche, c'est la fondamentale. La deuxième couche, ensuite, c'est de comprendre le biais. Est-ce qu'on est haussier ou est-ce qu'on est baissier en fonction de cette fondamentale-là. Et après, il faut comprendre que le marché est fractal et mathématique. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver des entrées en contre-tendance pour accompagner la tendance. C'est-à-dire que si, par exemple, en H1, M30, H4, on a une confirmation haussière, comment est-ce qu'on trouve notre bonne bougie M1 ou M5 pour pouvoir rentrer justement dans ce buy limit ou dans ce sell limit pour pouvoir accompagner le mouvement
au moment le plus avantageux pour nous. Et je leur dis aussi un truc, si 9 traders sur 10 sont perdants, c'est pas parce qu'ils sont nuls, c'est parce que des fois, beaucoup de choses qu'on nous dit, il va falloir les régler. C'est les paramètres qu'on a sur TradingView et tout. Ouais. Faut les régler. Le RSI, il y a des choses à régler, il y a des choses à recomprendre. Si c'est trop évident, ça tient pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont dire les FVG, les OB, etc., les zones OTE, c'est super, mais factuellement, tous ces traders d'internet qui disent à 100% ma stratégie miracle, non, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Et il faut accepter aussi que le trading, c'est du commerce digital. Ouais. C'est-à-dire que même quand tu es commerçant, il y a des jours où bah voilà, tu as envoyé un truc, tu as perdu du stock, tel loyer, bah, tu l'as payé, il est allé dans le vent. C'est la même chose. Mais à la fin, est-ce que tu es gagnant ou est-ce que tu es rentable? Le vrai truc, c'est pas combien tu as gagné sur la journée, c'est est-ce qu'à la fin de ton mois, tu es rentable. Et là, c'est intéressant. C'est ça que j'allais demander. Donc, du coup, toi, tu es plus en day trader. Wow. Pas scalping. Scalping, ouais. Pas swing trading. Bah, swing quand les setups se présentent. Ouais. Le swing quand les setups se présentent. Quand on a 10 trillions qui disparaissent du S&P 500, j'y connais rien, mais je comprends que c'est le bon moment pour acheter. Ouais. Donc je peux lancer un swing, un long et le regarder remonter à 19 000. Et en fait, c'est intéressant. Parce que moi, la plupart des traders que je connais, plus le temps passe, plus l'expérience arrive et plus ils finissent en swing trading parce qu'ils se disent que le day trading, c'est quand même émotionnellement trop stressant, tu vois. Émotionnellement trop stressant, incertain, disons-nous la vérité aussi, très prenant psychologiquement. Tu deviens un graphique. T'as gagné, t'es super content. Tu perds, tu pètes un plomb. Par contre, il y a un truc qui est magnifique, c'est que je pense que cette étape-là, elle est tellement constructrice parce que, en vrai, je dis beaucoup aux gens, n'emmenez pas vos problèmes dans le trading, emmenez les solutions du trading dans vos vies. Parce que le trading, une fois que tu acceptes que le marché n'est pas contre toi, il n'y a pas de complot, c'est la même chose pour tout le monde. Tu commences à avoir de la discipline, tu commences à avoir des limites, tu commences à avoir de la rigueur. Cette rigueur-là, si tu la transposes dans ta vie et surtout le calme que tu dois avoir pour pouvoir trader correctement et le fait d'être lucide, tu vois, moi ça m'a fait arrêter de boire, ça m'a fait arrêter de fumer, ça m'a fait prendre beaucoup plus le sport au sérieux et en même temps de l'autre côté j'ai fait des erreurs en trading, je me suis déjà retrouvé à trader avec mes amis à table comme pas mal de monde ou avec ma femme et à un moment on n'est pas dans la famille parfaite donc ça peut avoir des impacts néfastes, tu vois. Et accepter que ces choses-là, c'est chaque chose à sa place parce qu'en fait, quand tu traites, tu dois être concentré. Mais quand tu es avec ta famille aussi. Donc, si tu fais les deux en même temps, tu n'es pas avec ta famille, tu n'es pas avec ton trading. Et donc, apprendre un petit peu à organiser tout ça et avoir comme une espèce de carte mentale où tu mets chaque chose, ça aide beaucoup aussi. J'ai divagué de la question, désolé. Non, c'est ça. Et par rapport au swing, voilà. Par rapport au swing. Parce que c'est plus apaisant, enfin, il y a moins de stress. Quoi. Déjà, moins je pense aussi que ces traders-là ont beaucoup plus de capital que nous, moi je me compte dedans, qui commençons et qui voulons bâtir des millions d'euros en trading. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui vont te dire oui, 5% par an et tout. Ah oui, c'est génial. Mais si c'est 5% sur 10 millions ou sur 5 millions. Tu vois, par exemple, j'ai Icetech qui, lui, a la grosse mentalité des gènes, qui est notre Zidane du trading en France, où moi, je le vois tu vois, comme si j'étais... Lamine Yamal avant qu'il commence le football et mon objectif c'est Icetech, tu vois, je le respecte énormément, j'aime échanger avec lui aussi, je trouve que c'est quelqu'un d'extraordinaire, très humain, c'est une bombe humaine vraiment et de l'autre côté en termes de performance, ce qu'il fait lui est induplicable pour tous ceux qui vont te dire oui je risque 1% par jour ou quoi, qu'est-ce que tu racontes? Icetech quand il voit le Bitcoin à 70 000 il est capable de tu vois, et c'est ça qui va faire en même temps, tu vois, c'est cette performance là et de l'autre côté bah, y a des jours où il y a des pertes, il y a des trucs, etc. Donc c'est aussi une synthèse de comment est-ce que tu prends des gros risques, mais les gros risques, ils vont avec un timing au bon moment. C'est-à-dire qu'on ne te demande pas d'acheter Bitcoin et d'aller en full levier x 1000 parce qu'il vient de passer les 100 000 $. C'est peut-être quand il y a une immense baisse qu'il faut tenter le coup. Ça, les gens, ils mettent du temps avant de comprendre. Ouais, pour acheter dans le rouge, ils n'y arrivent pas encore. Tu vois. Bah parce que psychologiquement, elle est un peu nulle cette métaphore, mais c'est comme se marier avec une femme qui est pas très jolie et faire en sorte de l'épanouir de manière à ce qu'elle devienne plus jolie. Tu vois. Et les autres hommes vont la regarder, mais elle te sera fidèle à toi parce que tu l'as fait grandir. Tu vois ce que je veux dire? C'est bête, mais c'est comme ça. C'est comme ça que tu leur expliques. Bon, des fois, de temps en temps, bah, tu viendras dans le groupe, tu rigoleras avec nous. Mais c'est bien parce que tu me dis, tu essayes de rajouter des métaphores, d'expliquer simplement, alors qu'on a l'impression que sur les réseaux, les gens essayent que ce soit le plus compliqué possible, peut-être pour justifier le prix d'une formation. Peut-être, ouais. Peut-être qu'il y a une sophistication un peu comme dans le sketch des inconnus, tu vois. Il y a une sophistication du langage pour dire, bon les gars, ce qu'on fait, c'est clairement de la neuroscience. Mais de toute façon, tu vois, il y a un truc avec lequel je suis pas d'accord en France, c'est-à-dire quand on dit le trading, c'est un métier, je suis entièrement d'accord avec ça, mais qu'est-ce qu'un métier? Un métier, c'est quelque chose qui s'apprend, pour lequel on est rémunéré en fonction de notre expertise et de nos compétences. Mais personne ne naît trader, personne ne naît footballeur, personne ne naît neurochirurgien. Alors évidemment, il y a des cursus scolaires et je les respecte énormément et c'est pour ça que je te dis, je n'ai pas la prétention ou la crédibilité pour pouvoir me dire éducateur ou formateur, mais par contre, je suis un bon élève
je suis intéressé, je suis curieux. Et je pense que de toute façon, tous ceux qui se mettront dans cette place-là, c'est-à-dire se taire quand quelqu'un parle et qui a les notions et apprendre, ça va forcément payer à un moment. Et puis le trading, c'est un truc d'acharné. C'est-à-dire que moi, je crois pas à la formule miracle au mec qui arrive, qui met $500 et qui fait 1 million. Ou, voilà. Je pense que tout le monde va cramer des comptes. Je l'explique beaucoup. Je mets beaucoup de disclaimers. Mais en même temps, pourquoi? Si tu prends la comparaison avec un business classique. Ok, demain, par exemple, tu as eu un héritage ou quoi, tu as envie de lancer un restaurant. Tu connais absolument rien à la restauration. Tu vas investir 300 000 euros. Tu vas avoir des charges. Tu vas avoir un loyer. Tu vas avoir des employés à payer, plus des consommables, plus du stress, du travail où tu vas devoir être ultra impliqué. Et un restaurant, c'est quelque chose de vivant, donc tu ne peux pas juste le laisser comme ça. Et tu vas devoir être là. Et en même temps, tu vas devoir te former et avoir des compétences. Et quand je vois mes amis restaurateurs sur Paris, une fois que tout le monde est passé, tout le monde s'est servi, sur un bon restaurant qui marche bien, qui va faire peut-être 10 000 euros de chiffre d'affaires par jour, et on parle de quelque chose d'extraordinaire, avec un investissement minimum initial de 300 000 euros, ils vont mettre 300 ou 400 euros dans leur poche. C'est factuel. En trading, si tu as un compte de 200 ou 300 000 euros et que tu n'arrives pas à faire 300 ou 400 euros par jour, c'est que tu es vraiment une truffe. Ouais, ça. Je suis désolé. Je vois le fossé que tu essaies de dire. Ouais. Mais par contre, dans ça, c'est pas t'arrives et tu mets 300 000 euros et il y a là, on y va. Et non. Bien sûr. Calme, démo, apprentissage. Le même parcours que tu aurais fait pour être sûr que ton restaurant ne soit pas attaqué par les sanitaires, bah, tu vas faire la même chose dans le trading, tu vas te renseigner sur les concepts, tu vas y aller petit à petit, tu vas aller payer une formation. Il y en a aussi des formations qui sont très bien, peut-être des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que moi et qui ont fait leurs preuves. Je veux dire, à un moment, tu peux en trouver des formations légitimes et qui ont formé des gens. Quand tu cherches un petit peu, il y a ce qu'il faut. Moi, j'ai ce côté accompagnement en plus et surtout ce que je donne en plus-value, c'est ce côté communautaire, c'est-à-dire on peut échanger, on a des gens qui ont déjà fait leurs preuves, des fois on a des membres aussi qui se sentent mal, qui ont envie de partager des problèmes, des trucs, etc. Ouais. Et on est là pour se pousser vers le haut. Par exemple, il y a un truc qui est rédhibitoire chez moi, s'il y a un manque de respect dans la commu, peu importe l'ancienneté ou n'importe quoi, ou qu'il y a une mauvaise vibe qui s'installe, j'exclus immédiatement parce que le trading c'est déjà tellement prenant émotionnellement qu'on n'a pas de place pour se tirer les uns vers les autres vers le bas. Il faut que tout le monde reste dans une démarche positive. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la dictature et qu'on n'a pas le droit de dire quand il y a des problèmes. J'ai eu des journées aussi où j'ai des bad runs, tu vois. Ça se passe mal. Je lis mal mon graphique. Je peux envoyer des positions, parce que je partage aussi des positions que je vais prendre, mais toujours dans un but, tiens, regardez les gars, je fais ça, parce que je tiens un journal de trading public. Et des fois, bah, je vais faire moins 6, moins 7%, moins 10% sur la journée. Et il y a des gens qui vont suivre et ils ne sont pas contents. Et ils ont raison. Normal. Et d'ailleurs, dans le groupe, ils m'envoient des bouteilles de champagne. Genre, eh bien joué champion, et j'hésite pas, tu vois, je me cache pas. Je dis pas, ah, super journée l'équipe, on est sur une magnifique série. Non, je le dis en public. Bah, voilà, je me suis loupé aujourd'hui, je me suis loupé pour ci, ça. Et avec le temps, même les gens qui ont râlé un petit peu, ils me disent, bah au moins t'es honnête et on comprend l'aspect du truc. Et on n'a pas perdu 100% de notre capital, on s'est pas cramé, et tu dis, voilà, fin de journée, on n'est pas dans le bon truc. Et on se repositionne et on retravaille. Et même eux m'apportent aussi des choses en me disant, tiens, justement, peut-être que tu n'as pas lu tel ou tel indicateur, essaye d'avoir des confluences, plus de confirmation, tu vois, en plus c'est toi qui nous le dis. Et le fait d'avoir ce truc-là, c'est vraiment une équipe qui est géniale. Et je pense que c'est important, pas de trader à plusieurs, mais d'avoir quand même un accompagnement psychologique, d'avoir des potes dans le trading, je pense. Ouais. Est-ce que le fait que tu sois à Dubaï, que tu as un background de rappeur et que groupe Telegram, TikTok, etc., on te traite de scammer du matin au soir? Non, pas du matin au soir, de moins en moins. Mais tu vois, par exemple, quand j'ai commencé ce journal de trading, bah après c'est très court, on est au 29e jour, je viens de faire plus 760% en 29 jours. C'est public ça? Ah ouais, totalement public. Et tu peux aller voir, il y a tous les SL. Justement, vers le début, je me suis mangé 3 jours de SL consécutifs, j'ai tout montré, tu vois, je triche pas sur les performances. Et surtout, en fait, on est tellement nombreux dans mon groupe que si jamais je les prenais pour des cons à afficher des résultats que j'ai pas, t'inquiète pas que ça va se savoir et les gens n'hésiteraient pas. Donc, je prends un risque sur ça. Et donc, j'ai de moins en moins ce truc de scammer qui vient, parce que les gens voient que je suis intéressé. Et puis moi, j'ai jamais voulu jouer sur le côté lifestyle. C'est-à-dire que quand j'étais rappeur, je montrais mes montres, mes trucs. Ça faisait partie un petit peu d'un truc où dire, voilà, c'est un peu mes trophées de guerre. Ouais. Et dans le trading, paradoxalement, qui est un milieu où il y a beaucoup plus d'argent, j'ai beaucoup moins envie de mettre en avant cet aspect-là. Tu vois, je monte pas mes chevaux, je monte pas ma maison, je monte pas mes trucs. Quand on vient, on me dit, oui, mais tu fais pas d'argent. Je dis, mais les gars, je fais pas d'argent, je suis endetté. Je n'ai pas goûté de viande depuis 2 semaines, encore 3 jours, et je risque d'oublier le goût. Donc, si quelqu'un peut m'inviter au resto, on y va. Et je pense qu'il faut prendre les choses avec du second degré.
Et en même temps, ils ont raison, les gens, d'être très méfiants par rapport à ce milieu-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'escroqueries, beaucoup de gens qui ont donné, regardez ma Lamborghini, elle vient du trading. Non, elle vient de l'affiliation. Et il n'y a aucun mal à ça. Il y a des gens qui faisaient de l'affiliation pour Thermomix ou pour Tupperware et ils ont gagné beaucoup d'argent aussi. L'affiliation n'est pas là pour faire perdre de l'argent aux clients, mais un minimum, c'est que quand tu veux faire rentrer quelqu'un dans l'univers du trading pour toi toucher une commission derrière, prodigue un service de qualité, soit accompagnateur, soit humain en fait. Ne sois pas un sociopathe qui est là pour aller en beach club pendant que les gens ils se font éclater sur le marché. Ça, c'est dégueulasse. Parce qu'en fait, je crois, il y a eu certains brokers où ils te demandaient à ce que ton affilié il fasse beaucoup de volume. Ouais, bien sûr. Il prenait sur ses losses, etc. Ouais, bien sûr. Donc c'est vrai que ça a un peu refroidi tout le monde. Mais bien sûr, même pour être très clair sur ça, PropFirm, mon broker, il y a 2 systèmes. Il y a donc ceux qui vont être réguliers et au risque de dégoûter un peu les gens. C'est pas parce qu'ils sont régulés à AMF, en mon sens, qu'ils vont être legit. Je prends l'exemple, par exemple, de Bybit. Ouais. Bybit complètement interdit AMF, d'ailleurs plus accessible aux Français. Je connais personne qui a eu un problème sur Bybit. Bybit ont mangé un hack de 1,4 milliard, ils ont réussi à faire leur payout, ils ont d'ailleurs été soutenus par BitGet et sur ça, il n'y a aucun problème. Donc je ne suis pas dans un truc où à partir du moment où l'État dit que c'est bon, ça veut dire que c'est bon. Pour moi, mais c'est ma mentalité et je n'incite personne à suivre la même mentalité. De l'autre côté, il faut bien comprendre quelque chose et je l'explique aussi. Donc les brokers se rémunèrent de 2 manières. Soit ils vont se rémunérer sur les pertes des clients parce qu'ils n'exécutent pas les ordres au marché et ils partent du principe où le client va être perdant. Donc, vas-y, joue, mon grand, et à un moment, tu vas cramer ton compte. Donc, pourquoi est-ce qu'on aurait passé tes ordres? Mais bon, si tu gagnes, vu que tu fais partie des 1 sur 10, évidemment, on va te faire tes payouts, tout en jouant le truc un peu shady, comme le font les Winamax, etc. C'est-à-dire, t'as déposé en crypto, tu peux pas récupérer en virement bancaire. Et en même temps, c'est normal parce qu'on est soumis à la loi des blanchiments d'argent, etc. Et les propres firmes font aussi la même chose. Et de l'autre côté, il y a des brokers aussi qui se rémunèrent sur ce qu'on appelle le spread. Donc le spread, c'est l'écart de prix entre 2 positions, achat et vente. Donc pour ceux qui sont MT4, MT5, c'est le petit écart blanc qui est entre la ligne rouge et la ligne bleue. Ce qui fait que quand on passe une position, on est directement en négatif, peu importe le lot qu'on a pris. Et donc eux vont se rémunérer sur le spread. Et le spread, ça marche comment? Plus il y a de volume sur le marché, moins le spread est écarté. Et donc moins le broker prend de commission sur l'individu. Mais comme il y a des millions de transactions, si ce n'est des milliards qui sont passés à la seconde, il se régale et tout va bien. Toi, c'est sur ça que tu prends, c'est sur le spread? Nous, on prend sur le volume, sur le PAM. Ok. Ouais, on prend sur le volume. Donc, moi, j'ai tout intérêt, en fait, à faire en sorte que les gens réussissent à trader au plus et à bâtir des capitaux. Ah, bien sûr. Mais de l'autre côté, j'ai justement cette envie d'avoir une... Parce que je pense qu'en fait, quand tu fais bien les choses, dans le temps, ça te donne raison. Et donc, je vais jamais faire en sorte que quelqu'un overtrade sur ses positions et je leur explique par exemple comment utiliser une calculatrice de lot. Je mets des règles sur le challenge public, chose que je fais aussi, je montre mes positions, c'est-à-dire la taille de lot, pourquoi je prends cette taille de lot, et je compte les 2 SL, chose que ne font pas les traders qui doublent leur risk reward. Donc moi j'ai un risk reward en général qui tourne en 1 sur 3, des fois c'est du 1 pour 1.8, ça va dépendre des setups, mais je compte toujours les 2 SL, c'est-à-dire que si j'ai pris 2 TP, il y a 2 SL et j'essaye toujours de faire en sorte que voilà, quand on est en trade, on fait beaucoup de live trading aussi. Nous, notre politique, par exemple, c'est TP1 atteint. En général, c'est du 40-50 pips sur le gold. C'est BE direct, c'est-à-dire que tu es à break-even, tu peux pas perdre d'argent. Et même quand c'est volatile, c'est-à-dire que par exemple, si tu es rentré à 3365, on met pas son BE à 3365, on le met à 3366, mais on est déjà à 3372. Donc si on y retourne, c'est qu'il y a un retournement de marché. Tu fais des vrais trucs, hein. Moi, je pensais que, tu sais, comme tous les gens qui ont des groupes Telegram, tu sais, ils te mettent des SL comme ça et ils te mettent ça en TP et sur Instagram, ils te disent c'est bon. Non, je peux te montrer même. C'est bon TP1, TP2 et en fait, le SL, il est là. Non, bah non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais tu sais, mais parce que j'ai pas regardé ton groupe, et c'est juste Dubaï, groupe Telegram. Ah oui, machin, non, donc du coup, dans ma tête, c'est bien sûr. Blata. Ah, bien sûr. C'est le truc, tu vois. Bien sûr, mais Non, je comprends parce que je les ai combattus aussi. Donc, et en même temps, là, par contre, je serais vraiment une grosse merde. C'est-à-dire les combattre et faire la même chose. Parce que moi, le problème, c'est pas le trading. Pour moi, je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit, le problème n'est pas le trading. C'est le fait de faire croire à, désolé le mot, mais c'est réel, à des pauvres qu'ils vont devenir milliardaires en trading. Que cette Lamborghini vient du trading. Et ça, c'est pas cool. Moi, il y a beaucoup de gens qui viennent dans mon groupe. Aide-moi, j'ai besoin d'argent et tout. Frérot, je ne te prends pas dans le groupe. Je peux te les montrer, les messages. Je ne te prends pas. Et j'explique, j'appelle. Moi, ça ne me dérange pas de prendre 4-5 minutes avec quelqu'un. Écoute, si tu as des problèmes d'argent aujourd'hui, c'est peut-être qu'il y a aussi un manque de gestion. C'est pas que la vie qui est injuste. Reprends-toi en main. Moi aussi, j'ai été endetté, j'ai été à terre. J'ai pas été toujours très, très bon dans mes finances.
perdu beaucoup d'argent, j'ai très mal géré les choses, j'en ai réussi plein d'autres. Donc, je pense qu'il y a une histoire de timing aussi de quand tu commences le trading. Tu peux pas commencer le trading alors que t'es pas stable financièrement ou psychologiquement. Tu vas te détruire, mon frère. C'est pas bon. Et ça, tu vois, je suis pas là pour débloquer une commission sur un pauvre gars qui tombe dans un camion de livraison et qui regarde Dubaï et qui se dit moi aussi j'ai envie d'en être. Et il a raison d'avoir envie d'en être. Il a raison d'avoir envie de sortir de cette situation. Mais à cet instant là, le trading en le pratiquant ne l'aidera pas. En apprenant la compétence. Et un jour, s'il a un bonus ou un billet de 500 € qui est tombé sur un truc, etc., et qu'il a déjà pris les compétences, c'est-à-dire savoir vraiment gérer son risk-reward, win rate, money management, c'est le minimum, comprendre un petit peu ce qui se passe, et il va falloir qu'il s'essaye au marché. Donc forcément, psychologiquement, au début, il va être atteint. Il y a une erreur, par exemple, que je vois chez beaucoup de traders débutants, et c'est propre aux Français, sur l'eau, c'est-à-dire l'eau beaucoup trop élevée pour la position, petit gain, c'est-à-dire qu'on va prendre, par exemple, 50 $ sur Bitcoin. Oh, je sors tout de suite, mais j'ai fait 200 $. Très pessimiste dans le gain et très optimiste dans la perte. Ouais. Je suis à moins 3000, mais ça va remonter. Ça va... Et en fait, ce qu'ils ne comprennent pas déjà de base, le stop loss porte très mal son nom. Stop loss, c'est pas juste stopper la perte. Stop loss, c'est invalider la position. C'est-à-dire que si on prend le trading comme un GPS, le prix, c'est notre voiture, il y a un moment où tu veux que ta voiture aille dans une direction, tu ne vas pas continuer à faire 1000 km vers Lille alors que tu veux aller à Marseille. Exact. Donc c'est ça le stop loss. C'est un moment, un panneau qui te dit hey, ça y est mon pote, tu t'es trompé. Tu as dit que le prix irait là. Mais là, il est complètement de l'autre côté. Tu vois, par exemple, je vois des gens qui disent ouais, trader sans stop loss, mais vous êtes complètement fou quoi. Hier, on était sur le gold, il était à 3199, aujourd'hui il est à 3370. Si on met pas un stop loss et qu'on a mis un short à 3305, on est où là? Crame des comptes. Ah ouais, t'as cramé ton compte. Et après, ils comprennent. Bah, bien sûr. Mais c'est vrai que les stop loss, point d'invalidation tout le temps. Point d'invalidation. Alors que les gens essaient de calculer par rapport à ce qu'ils ont mis dedans, alors que c'est l'inverse. Tu mets d'abord ton stop loss et ensuite tu calcules combien tu vas mettre dedans. Exactement. C'est là où la calculatrice de l'eau elle est intéressante. C'est-à-dire que tu peux avoir un gros SL si tu as un petit lot. Exact. Peut-être pour te faire plus confiance, tu vois. Et il y en a qui justement et comme de l'autre côté, je suis pas dans le truc de stop loss de 50 $ ou quoi, parce que ça n'a pas de sens. Personne ne peut prédire le marché à 50 $ près. Ouais. C'est pas possible. Donc laissez-vous de la marge, mais une marge qui va avec une logique d'analyse de votre point d'entrée. Pourquoi est-ce que vous rentrez ici? Moi, la question que je pose toujours, c'est pourquoi est-ce que tu rentres? Et si tu es capable de me l'expliquer, que tu sois gagnant ou perdant, c'est déjà un bon trade, parce qu'il est réfléchi. Ouais. T'en penses quoi des propres firmes? Je trouve que c'est un super modèle. Ouais. Je trouve que c'est un FTMO, par exemple, je trouve que c'est un super modèle. Donc les propres firmes, pour ceux qui ne savent pas, en l'expliquant brièvement, ce sont comme des examens de permis de conduire, c'est-à-dire que vous passez un challenge. Si vous arrivez à faire un seuil de rentabilité qui n'est pas non plus délirant, c'est-à-dire que par exemple sur FTMO, vous devez faire 10% sur la phase 1 en respectant 5% de drawdown, donc un 1 pour 2. Et ensuite, c'est là où la phase 2, elle est très dangereuse, c'est que vous ne devez faire que 5%. Et donc ce que vont faire les gens, ils vont doubler le truc pour aller beaucoup plus vite. Ouais. Et c'est là où beaucoup de gens perdent. Et en fait, les propres firmes, une fois que vous avez passé donc, ce challenge, phase 1, phase 2, elles vous mettent le capital à disposition du challenge que vous avez passé, 10 000, 50 000, 100 000, ça va jusqu'à 200 000 par challenge. Et vous pouvez trader avec ce capital pour aller faire ce que disent justement tous les traders, le fameux 1% par jour. Et je trouve que c'est extraordinaire, ça peut être life-changing pour des gens, c'est-à-dire ça peut être un vrai changement de vie. Et en même temps, il faut choisir les bonnes propres firmes. Et je trouve que le système est tellement incroyable que je me demande jusqu'à quand ça va durer et que nos amis des marchés financiers vont venir et dire bon les gars... Allez, la fête est finie, ça dégage. Bah, surtout qu'il y en a qui le cachent, il y en a qui le cachent pas, mais l'argent, on l'a pas. Les 100 000 €, ils n'existent pas. C'est un genre de compte démo. Et en fait, ils se rémunèrent sur justement les gens qui perdent les challenges. Tout à fait. Il y en a qui le disent clairement. Ils disent c'est comme ça que ça marche, il n'y a pas de vrai argent, etc. Et pourquoi est-ce que je t'ai pris l'exemple de l'auto-école? Parce que l'auto-école, elle est contente quand elle voit un mec qui rentre dans un rond-point. Ah, c'est 45 heures de leçons et trois examens qui vont être payés. Et non, ouais, je pense qu'il faut le dire aux gens, c'est important. Mais dans l'esprit, c'est vrai que c'est une bonne idée. Je préfère un mec qui claque, je sais pas combien ça coûte un challenge, 100 €. Ouais, faire ça. 100 € sur 10 000 pour avoir 10 000 $ de financement. Et qu'après, il traite correctement avec des bonnes tailles de lot que de dire, ouais, mais 100 €, je vais les leverage x 20. Et bah, tu vois, c'est pour ça que je trouve que les propres firmes, c'est extraordinaire parce que justement, dans leur système à eux pour se rémunérer et se couvrir, et ben, si tu arrives à trader en propre firme, tu arriveras à trader en capital propre et pas le contraire. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est-à-dire que respecter ce truc de 5% par jour de drawdown, ça va tellement t'éduquer psychologiquement, ça va tellement te faire grandir dans ton trading et te permettre d'avoir cette discipline et ce cadre en fait. Ouais. Et donc je trouve ça vraiment très bien. Ouais, c'est vrai. Il y a les propres firmes futures aussi, Apex, tout ça, c'est pas mal ça. Ouais. Il y a des traders que tu respectes un peu sur les réseaux
Tu citerais qui t'ont appris des choses Ouais, par exemple, en termes de formation, je trouve que Hugo FX est très bien. Ok. Je trouve qu'il explique bien, qu'il prend le temps. C'est bien. Après, bon, il y a toujours du hook, c'est-à-dire cette stratégie qui marche à 1000%, etc. Mais les gens, je pense, que ne sont pas stupides, ils comprennent que c'est du marketing et ils arrivent à se focaliser sur le contenu. Je trouve qu'il y a Dropsack, donc Tiffen, que j'ai interviewé récemment, qui est très très bien en formation, très pédagogue, et c'est une vraie tradeuse. Ok. Elle trade pour de vrai, elle fait des airs de malades mentaux. Et ouais, c'est à peu près tout. Et par exemple, est-ce que tu vois qui est Mohamed BDJ? Ouais, oui, Ok. je vois. Il est considéré comme le scam Dubaï, etc. C'est l'image qu'on veut lui donner. Ok. J'ai quand même apprécié le fait qu'il fasse une quarantaine de journées de formation sur YouTube, même si elles sont, entre guillemets, pour nous, basiques ou etc. Le fait qu'il donne de son temps pour justement faire ça, c'est quelque chose pour moi qui est respectable. C'est-à-dire que je ne le connais pas plus que ça ou quoi, mais moi, à partir du moment où, en fait, le trading ou n'importe quoi dans la vie, tu es ce que tu fais. À partir du moment où tu fais quand même cet effort-là, ce qui n'est pas nécessaire pour lui parce qu'ils jouent sur le lifestyle, leur truc est rigolo et ce sont des très bons marketeurs. Ouais. C'est pour ça qu'ils font autant d'affiliations. Mais le fait qu'à un moment, ils mettent les pieds dans le plat dans ce truc-là, j'ai trouvé ça intéressant quand même. Et je respecte cette démarche-là. Ouais, il y en a, on les voit pas du tout trader. Par contre. Ouais. Il y en a, ils font beaucoup d'affiliations. Les gars, il faut un minimum voir les gens trader aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ou de l'autre côté, ça me dérange pas si tu fais comprendre clairement que c'est ça. Après, il y en a que je respecte pas du tout, tu vois. Il y en a que je trouve que c'est des giga clowns de fou. Voilà, je m'étalerai pas, mais en même temps, c'est pas forcément ce qu'on pense. Hein. Tu vois, il y a des squeezie du trading, ma stratégie miracle 100%, mais parce qu'ils sont blonds aux yeux bleus et qui parlent de manière très lisse, tu vois, alors qu'ils sont éclatés, ils envoient même pas un trade par jour, tu vois. Ouais, aujourd'hui, j'ai pas tradé, ouais, mais hier aussi, avant-hier aussi, tu vois. Je regarde un petit peu ce qui se passe. Ok. Parce que c'est bien de dire mon win rate, mon truc, ma stratégie, mon truc, mais t'es même pas capable de prendre un trade par jour. Et ils vont te dire, oui, moi, c'est un trade tous les 2 mois. Mais tu trades pas, t'investis, qu'est-ce que tu racontes? On est à 10, 11 trades par jour, tu vois. C'est là où on se met en danger, nous aussi. Mais en même temps, il y a des journées où je vais pas mentir non plus, on peut prendre 1 ou 2 trades et ça va s'arrêter là. Là, on est à Dubaï. Tu penses que c'est une destination finale? Enfin, Comme le film. non, ouais. Ça fait peur. Enfin, c'est... Pour moi, est-ce que c'est là où je veux Ouais, finir ma vie? exact. Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Pourquoi? Parce que je trouve que Dubaï, c'est déjà un pôle géographique tourné vers la partie du monde qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire l'Asie et le Moyen-Orient. De l'autre côté, c'est une ville en pleine expansion, extraordinaire pour éduquer et faire grandir un enfant, de mon point de vue à moi. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont dire, non mais Dubaï, c'est une bulle, les enfants ne sont pas confrontés au vrai monde. Et en même temps, moi, je trouve que tout le monde est tellement devenu fou que est-ce que les comportements de la masse doivent être la normalité ou est-ce que la normalité doit être un comportement qu'on garde, entre guillemets, nous, maintenant qui sommes appelés comme des fous du bus. Tu vois, par exemple, moi, mon fils, je suis étonné de son innocence. Et c'est pas moi qui lui ai transmise, c'est vraiment l'école et le cadre dans lequel il grandit. Moi, à 4 ans et demi, à son âge, je traînais déjà dehors. Tu vois, les grands, ils nous envoyaient faire des trucs. On savait déjà ce que c'était du shit, du foot. On était dans le quartier, quoi. Et lui, juste impossible. Là, par exemple, cet été, ma femme me rentrait en France avec lui, je suis pas pour. J'ai pas envie qu'il joue avec les gamins du quartier, j'ai peur qu'il se fasse persécuter parce qu'il y a un décalage. Et en même temps, j'aimerais bien que cette bienveillance et cette normalité-là reviennent en Europe ou dans les Western countries. Et c'est malheureux que les enfants doivent se forger de manière aussi difficile pour moi. Dans nos pays, tu vois. Par exemple, moi, j'ai beaucoup été dans l'illégal dans ma vie, entre guillemets, mais ça a été une illégalité à but lucratif. Ouais. Ça n'a jamais été pour faire chier le monde. Et même dans ce but lucratif, j'ai toujours essayé de garder des standards de moralité qui m'étaient propres. Alors attention, avec du recul, tout ce que j'ai fait est déplorable et immoral, mais il y avait quand même un filet de verre où j'ai jamais agressé, séquestré, persécuté quelqu'un, braqué, etc. J'ai pas les capacités physiques, mais en plus de l'autre côté, je n'avais pas du tout l'envie et ça collait pas avec... tu sais, créer un traumatisme chez quelqu'un, c'est pas quelque chose qui me parle. J'ai toujours voulu, de toute façon, c'est pour ça que même dans le trading, je me retrouve, on est entre personnes consentantes qui savent où on met les pieds, tu vois. Tout le monde a le disclaimer. Tous les gens que je rencontre, ils me disent ils ont du mal à rentrer en France ouais. Après avoir passé un petit peu de temps ici. Ouais. Mais moi, j'aime énormément la France. Je trouve que c'est un pays extraordinaire qui m'a apporté énormément et c'est pour ça que j'ai pas l'hypocrisie, par exemple, d'aller me soigner en France quand ça va pas ou de rentrer profiter des avantages sociaux que je pourrais avoir parce que justement, je pense qu'à un moment, quand tu fais le choix de t'expatrier, il faut aussi prendre les avantages et les inconvénients de l'expatriation. Maintenant, regardant comment marche Dubaï, ça va être très spécial de dire ça, mais je pense qu'on a besoin de beaucoup plus de répression en France. On en parlait, ouais. Je le dis clairement. Hein. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais attends, mais toi, t'incitais les gens à travers ta musique, etc.
Désolé les gars, ce qui est fait est fait. Je prends la responsabilité là-dessus, mais c'est pas pour autant que je peux me rendre compte avec du recul que même ce rôle-là, je n'en veux plus et qu'il était mauvais. Et de l'autre côté, qu'on a besoin d'avoir plus de cadres. Je veux dire, il y a des choses qui se passeraient pas si les gens ils savaient que la police, c'est la police, quoi. Je le dis clairement, tu vois. Il y a des choses qui me dégoûtent totalement en France. La fascination vers la criminalité fait qu'on soit là en train de bander sur des serial killers. Tu sais, c'est un moment, moi, comme je te dis, on est dans l'illégalité lucrative. Le but est de faire de l'argent entre personnes, entre guillemets, consentantes sur des échanges qui ne sont pas légalisés par l'État, forcément. Mais de l'autre côté, c'est pas de tuer, de traumatiser, de faire pleurer des mamans, de trucs. C'est même pas des bandits, c'est des serial killers. On est en train de bander sur Jeffrey Dahmer, en fait. C'est des malades mentaux. Ce sont des gens qui ont une place en hôpital psychiatrique. Parce que toute cette violence-là n'est pas nécessaire pour mener un commerce à bien. Clairement. Il n'y a personne qui me fera penser le contraire. Et je suis sûr, parce que de toute façon, l'expérience sociale est faite. Beaucoup de ces pseudo-bandits, quand ils viennent dans des pays comme ici ou en Thaïlande, etc., ils savent se tenir à carreau ou ils finissent par faire des cagnottes sur les réseaux sociaux. Oui, envoyez-moi de l'argent, je suis en prison en Thaïlande ou je suis en prison à Dubaï. Et ici, ils se croisent et ils ferment leur gueule. Hein. Tu vois, ici, ils se croisent des gens qui sont capables de s'entretuer en France, de faire tuer des dizaines de personnes, parce qu'on parle de dizaines de personnes réellement. Et ici, par contre, il n'y a pas une bagarre, il n'y a pas une gifle. Donc, c'est bien que la répression marche sur eux. Je suis assez d'accord. Les gens le voient comme un truc un peu oppressant, en mode t'as pas le droit de te battre dans la rue, t'as pas le droit de fumer, où sont mes libertés. Mais encore heureux. Mais en fait, si tu le fais pas de base, mais encore tout se passe très bien, quoi. Ouais, la ville, elle est filmée. Encore heureux, tant mieux. Rien à cacher. Tant mieux. Mais tant mieux. Combien de fois, moi, ça m'a aidé. Une fois, j'ai perdu un MacBook. Tu vois, je l'avais oublié dans un restaurant et tout. Caméra, truc, MacBook récupéré. En France, j'ai laissé ma voiture ouverte une fois en rentrant de Dubaï. Je suis revenu, il n'y avait plus rien dedans. Et on me dit, ouais, mais fais attention à tes affaires. Mais en fait, on a tellement rentré ça dans la logique des gens que les gens doivent être comme ça, faire attention. Les filles doivent s'habiller d'une certaine façon dans la rue pour pas se faire accoster, pour pas se faire agresser. On est capable de dire à des filles, ouais, mais tu l'as bien cherché. Limite, tu t'es fait violer, ouais, mais pourquoi tu sors habillé comme ça? Tu vois, et ça, je suis contre. Et de l'autre côté, on n'a pas tous le même Dubaï. Il y a le Dubaï des fêtards, le Dubaï des travailleurs, le Dubaï des labor class, il y a le Dubaï des fitness boys. Chacun son Dubaï. C'est-à-dire que tu veux voir des strings, tu vas du côté du Five Palm, etc. Mais en même temps, il y a d'autres endroits où tu peux aller dans des soft play avec tes enfants et tu vas pas voir de string. Et en France, des fois, je trouve qu'il y a des trucs qui se mélangent trop. Moi, par exemple, j'habitais dans le 11e arrondissement pendant très longtemps. Je me vois pas du tout traverser le 11e arrondissement avec mon fils un jour de Gay Pride. Et pas parce que c'est des homosexuels, mais parce que c'est des dépravés, en fait. Ça serait des hétéros, ça serait totalement la même chose pour moi. J'ai pas envie qu'un enfant de 4 ans et demi soit confronté à des adultes en string. Est-ce que j'ai encore le droit de ça ou est-ce que c'est moi le malade mental? C'est vrai. Après, chacun pense ce qu'il veut, tu vois. Mais moi, c'est vrai qu'en tout cas, comme on dit, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Bah, moi, je m'y sentais plus bien. Je l'ai quitté. Et en même temps, dans le pays où je suis, donc c'est-à-dire les Émirats, je me sens à l'aise et je respecte les règles parce que je les comprends et je les accepte. Et je pense que de toute façon aussi, dans l'histoire française, malheureusement, on a un souci vis-à-vis de l'immigration, parce que c'est une immigration coloniale qui a l'impression, sûrement à juste titre, que la France nous doit quelque chose. Dans le gouvernement, tu vois, dans un truc de « vous avez baisé nos parents, on vient baiser la France », tu vois. Clairement, cette mentalité-là, elle peut s'expliquer par divers facteurs, mais il y a un moment où on devrait passer à autre chose et former une vraie France avec un patriotisme commun. Ouais. Tu vois, on est Français, les gars. Et pas que pendant la Coupe du Monde ou pas que quand il y en a un de nous qui va marcher dans l'espace. Tu vois, on est Français, les gars. Ouais. Donc on doit être animé par des valeurs communes, un patriotisme, un esprit commun et plus que cette culture de la médiocrité, aller vers cette culture de l'excellence, c'est super important aussi. Et ce truc aussi d'arrêter d'être fier de la France seulement à l'étranger, tu vois. Moi, je comprends pas ce truc de quelqu'un qui met un drapeau français, alors surtout quand c'est un blanc, il est tout de suite vu comme un facho. Ouais. On doit décoller l'image du fascisme du drapeau français. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. Soyons patriotes, en fait. Soyons tous les pays, hein. Enfin, en Espagne, t'as des drapeaux partout. Ils sont super patriotes. Alors ici aussi, ils ont carrément créé un patriotisme multiculturel où... Indiens, Philippins, Camerounais, Nigérians, ce que tu veux, Russes, etc., deviennent au bout de 2-3 ans des Russes de Dubaï, des Français de Dubaï. Mais il y a toujours ce truc des Émirats qui vient et aussi dans des cérémonies culturelles qui rendent ode au pays. Par exemple, moi, quand je vais à l'école de mon fils le matin, tous les matins, il y a l'hymne national, tu vois. Okay. Et plus personne bouge. Et donc, je te mens pas, je bouge pas non plus, parce que j'ai pas envie de... Et en même temps, je respecte, je trouve ça beau, je trouve ça intéressant. Je suis venu dans ce pays... Le fait qu'il ouvre son patriotisme aux étrangers et en même temps sans hypocrisie, c'est-à-dire qu'on sait que les Émiratis ont des droits spéciaux par rapport à nous, que très peu d'entre nous auront le passeport émirati, etc. Ça crée une espèce de lecture logique
du pays. Et en France, malheureusement, peut-être que pour l'immigration, il y a un moment où il faudrait redéfinir aussi ce qu'est un Français et qu'est-ce que la préférence nationale. Est-ce que c'est une préférence ethnique ou est-ce que c'est une préférence de papier pour ceux qui ont eu le droit du sol, que eux aussi se sentent reconnus par rapport à ça? C'est des questions que je pose. Dans l'absolu, je n'ai pas les réponses, mais je pense qu'elles sont intéressantes à soulever philosophiquement si à un moment, on veut continuer à faire société et avancer sur ça. Mais en même temps, j'ai absolument pas la légitimité parce que je suis pas en France. Je suis pas confronté au quotidien des Français. T'es content quand même quand tu y retournes ou pas? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais ça va faire 2 ans quand même que je suis pas retourné. Ok. Ouais, 2 ans. Mais ça me manque. Sur des trucs, ça me manque, ouais. Tu vois, passer un bon resto, une terrasse à Bastille, se balader dans Paris en vélo, c'est extraordinaire. Je veux dire, il y a un charme en France, à Paris, aller sur les quais à Bordeaux, tu vois, au score, faire les marchés dans le sud de la France. C'est intestable. Faire une fondue dans les Pyrénées, c'est... Non, tu peux pas tester sur ces trucs-là, la France. C'est vrai. Ouais, c'est injouable. J'aime bien ce que tu dis. Ah, je suis en campagne, hein. Je te fais les petits vrais ou faux. Peut-être que tu as déjà vu passer sur TikTok, on aime bien faire ça. Tu me réponds juste vrai faux et après on débat. Ok. C'est plus sur les cryptos. Ok. Parce qu'on a parlé de trading, on a parlé de Dubaï et tout. Est-ce qu'il est trop tard pour acheter des cryptos en 2025? Faux. Est-ce que l'année prochaine, ou plutôt la fin de l'année, le marché crypto va fortement chuter? Faux. Pas de bear market. Il n'y a plus. Il n'y a plus de bear market, il n'y a plus de bull market. Ok. Est-ce qu'il est risqué d'investir en crypto? Vrai. Est-ce que 90% des projets crypto actuels vont disparaître d'ici 5 ans? Vrai. Il vaut mieux placer son argent en crypto ou dans l'immobilier? Ça dépend ce qu'on cherche. Si on cherche de la sûreté, mieux vaut de l'immobilier. Si on cherche de la rentabilité en acceptant le risque et le fait de tout perdre, mieux vaut y aller en crypto. Gros portefeuille, aller dans l'immo. Petit portefeuille qui veut tenter sa chance, aller dans la crypto. Les cryptos vont remplacer les banques traditionnelles. Faux. Est-ce que je peux investir en crypto même si je connais rien à la finance? Tu peux dans l'absolu, Ouais. mais ça serait bien de faire les deux en fait. Ouais, ça s'intéresse. Le meilleur investissement, c'est celui que tu vas faire sur ton éducation. Donc, c'est important. Est-ce que c'est toujours possible de faire des x100 en crypto? Vrai. Est-ce que la crypto va remplacer l'euro ou le dollar? Faux. Le DCA, c'est la meilleure stratégie d'investissement. D'investissement, oui. Et est-ce qu'un jour Bitcoin atteindra 1 million de dollars? Vrai. Tu m'as dit il n'y a plus d'all season. Il n'y a plus de bear market. Ouais. Il n'y a plus de cycle, il n'y a plus de bear market. Pourquoi? Alors, pourquoi est-ce que pour moi, il n'y a plus de bear market ou de bull market comme on l'entend traditionnellement? C'est-à-dire qu'on est rentré dans un truc où les institutionnels Wall Street sont tous en crypto. De plus en plus d'ETF vont arriver sur les cryptos. Et donc, on va avoir des cycles beaucoup plus court-termistes où il y aura des grosses corrections de marché évidentes. Expliquer aussi, par exemple, sur ce qui se passe sur Ethereum, le fait qu'il y ait plus de layer 2, de gas fee, etc. Et une décorrélation par exemple, tel actif va pouvoir baisser à tel moment, une autre qui va pouvoir prendre. Je pense que de toute façon, avoir ce truc de bear market et de bull market en tête, c'est un moment de ne pas être maître de ses décisions et ne pas accepter qu'il n'y a pas de bear, il n'y a pas de bull, il n'y a que le marché. Et à quel moment il faut acheter, à quel moment il faut vendre. Avant, c'était peut-être plus évident parce qu'on était dans quelque chose de cyclique. Donc, le temps qu'une bulle se fasse, ensuite elle explose, ensuite elle repart parce qu'on avait à chaque fois des nouvelles personnes qui arrivent, etc. Aujourd'hui, quand tu vois le hack de Bybit, il est beaucoup plus violent pour moi que ce qui s'est passé sur Terra Luna. À coupler à ça, à Trump, etc. La grosse correction, on se l'est mangé dans la gueule et on a été à moins 25% sur Bitcoin. Ça a été le maximum. On est descendu à 74 497. Je le sais parce que j'ai collé 74 500. et point. Et je veux dire, on est en train de remonter. En même temps, de l'autre côté, Bitcoin est au-dessus des 90 000 au moment où on parle, est un Ethereum qui est à 1008 et qui n'arrive pas à reprendre les couleurs des 2000 $, tu vois, qui plafond de verre au-dessus. Est un Solana qui se tient un petit peu entre les deux, alors qu'avant, quand ça crache, tout crache, et quand ça monte, tout monte, et rien ne s'explique, en fait. Ouais. Et le fait qu'il y ait beaucoup plus d'institutionnels dedans et d'injection de liquidité me fait penser qu'on n'est plus du tout sur la même chose. De l'autre côté, moi, j'ai un plan ultra conspirationniste pour Bitcoin. Je me dis, est-ce que c'est pas la monnaie du gouvernement mondial, du nouvel ordre mondial, qu'on nous a laissé à un moment penser que ça venait de nous? Alors moi, je n'étais pas du tout à l'initiative de ça. Ouais. Et même, j'y suis venu très tard et jamais je m'inventerai une vie de OG Bitcoin qui est là depuis 2010. Je suis venu très tard. Mais je me dis, sachant qu'on a déjà pas mal identifié que la blockchain est une technologie faite par la CIA, est-ce qu'à un moment, la cryptographie, la monnaie cryptographique ne viendrait pas de ça? T'as pas l'air d'accord avec ça? Si, pourquoi pas. Non, moi, j'aimais bien l'autre théorie, comme quoi c'était Poutine qui avait lancé le truc pour niquer l'Occident et niquer le pétrodollar et tout, quoi. Moi, j'aimais bien cette théorie aussi, tu vois. En fait, la théorie aussi, tu sais, c'est de qui est Satoshi, c'est pourquoi ils ne l'ont pas touché. Ouais.
make sense si c'est nouvel ordre mondial, normal qu'ils aient pas touché, et make sense aussi si c'est Poutine qu'ils aient pas touché à ça, tu vois, derrière. Ouais, les deux make sense, mais en même temps, moi je crois beaucoup à ce qu'on va arriver dans peut-être 20 ans à Ready Player One, l'Oasis, tu vois. Et est-ce que ça serait pas la monnaie de l'Oasis, le Bitcoin? Ce serait bien parce qu'on en a, mais pour les autres. Mais ce qui va être très marrant surtout, c'est que psychologiquement, tu vois, une monnaie, elle a de l'impact sur l'unité que tu détiens. C'est-à-dire que par exemple, moi qui suis tunisien, ou même ici aux Émirats, donc quand j'arrive en Tunisie, j'ai des dinars, le fait que la monnaie soit multipliée par 3 ou 4, j'ai l'impression que mon pouvoir d'achat l'est aussi. Et est-ce que psychologiquement, ça n'aura pas un impact sur toi de te sentir comme une merde parce que tu as 0,000000001 Bitcoin? Ils ont proposé de faire sauter des zéros il n'y a pas longtemps, là, pour justement rendre le Bitcoin plus sexy. Et si ça peut, en fait, les gens ne savent pas, mais le Bitcoin peut être mis à jour. Si plus de 51% des mineurs sont d'accord, on peut mettre à jour le truc, faire un fork ou autre. Donc, ils l'ont proposé ça. Ils ont émis ce problème-là, tu vois. D'ailleurs, ça m'intéresse, mais toi, tu as l'air quand même assez OG dedans. Tu es rentré quand dans 2017. Ah, ok, quand même. Ouais, donc, tu as vu 2 cycles. Ouais. J'ai fait comme toi, j'ai FOMO le top On l'a tous et fait. j'ai perdu trop d'argent. Ça devait être bien de FOMO le top en 2009 ou 2010. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais comme tu dis, moi j'ai connu beaucoup de gens qui en ont acheté il y a longtemps. Ils n'ont pas fait des fois 1000 parce qu'ils ont revendu. Ils ont revendu rapidement, quoi. Moi j'en connais 2-3 vraiment. Vu le contexte actuel, on va éviter de donner leur nom, mais il n'y en a pas beaucoup. Ouais. T'as un avis, je voulais pas rentrer là-dedans, mais c'est vrai que t'as un avis sur ça. Bien sûr. On a tous le même avis, je pense, mais je trouve ça dégueulasse. c'est arrivé il y a quoi, il y a une semaine? Il y a 2 jours ou quoi. Mais c'est un mec de Dubaï ou de Malte finalement? J'ai pas compris. Je sais pas, ils disent Malte, ils disent que c'est un entrepreneur crypto. Je trouve ça déplorable, tu vois, je trouve ça déplorable. Moi j'ai toujours trouvé ça déplorable qu'on essaye de prendre de l'argent par la violence, quoi qu'il arrive. Et surtout. Et c'est déplorable que ce soit en France, surtout. Ouais. J'ai l'impression que ça n'arrive qu'en France, là. Non, en Suède aussi, beaucoup. En Angleterre aussi, ils sont très dans ça. Et en Italie, j'imagine, tu vois, partout il y a de la criminalité, ou en tout cas il y a des groupes criminogènes, forcément il va y avoir ça. Et je pense que c'est malheureux. Et en même temps, tu vois, tu sais, en fait, la crypto, c'est tellement dur que quand tu gagnes de l'argent, en fait, c'est pas de l'argent que tu gagnes. C'est comme un score dans un jeu vidéo. Tu vois, cet argent-là, il permet de montrer, regardez, c'est mes blessures de guerre, ça, tu vois. Et tu peux même pas les exposer sereinement parce que tu mets ta famille en danger, ou tu vois. Et moi, mon regard, c'est qu'il faut les exterminer, ces gens-là. Moi, je suis pour la peine de mort, je suis pour une répression totale. Tu vois, à partir du moment où tu es prêt à couper un doigt pour prendre de l'argent à quelqu'un, je suis pour qu'on te coupe la main, moi. Ouais. Et qu'on t'en fasse un collier. Je trouverais ça sympa. Et que tu marches avec dans la rue en disant, regardez mon collier de main, j'ai voulu couper un doigt à un mec, donc du coup on m'a coupé la main. Il y a un peu de justice dedans. Moi je suis pour ça. Je suis pour brûler vif les gens. En fait j'aime cette violence. Non mais j'aime bien ce truc de, tu veux être violent, on va être plus violent. C'est clair. Ouais. Au moins c'est clair. Je suis pas dans le truc des bisounours, de comprendre le contexte psychologique ou quoi. J'en ai absolument rien à foutre. À partir du moment où tu es prêt à faire des trucs nocifs pour obtenir du denier, je suis pour qu'on te fasse exactement la même chose. Pour moi, ce qui est cool, c'est qu'ils faillent à chaque fois, en fait. Ça fait 4-5 fois qu'ils essayent, mais à chaque fois, ils n'y arrivent pas. Donc, je me dis, ils vont prendre conscience que le GIGN et tout, ils sont assez bons et qu'à chaque fois, ils sont chopés. Bien sûr. Par contre, c'est vrai que dans ce mal-là, il y a quand même un truc qui est appréciable du côté des services français, c'est qu'il y a une réactivité qui est là. Tu vois, les GIGN, c'est pas des rigolos. Par exemple, quand il y a eu l'affaire Ledger, on te les a retrouvés en 2 coups de cuillère à peau, les mecs. C'est vrai. Ça, c'est assez rassurant quand même. C'est assez rassurant, mais en fait, moi, ce qui me saoule, pourquoi est-ce que je suis pour la protection, justement, de ces gens qui vont faire de l'argent dans l'entrepreneuriat en crypto ou autre, ou en fait, à un moment, à remettre les élites à leur place? Dans quel sens je te dis ça? Moi, je crois aux élites méritocrates. C'est-à-dire que pour moi, tu ne nais pas élite, tu le deviens dans le dur. À partir de ce constat-là, une élite, qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir? Tirer un pays vers le haut. Comment est-ce qu'on fait sens en société si on ne protège pas ces gens ou si on ne les fait pas se sentir à l'aise dans le pays où ils vont? Pourquoi est-ce que tout le monde vient à Dubaï? C'est pas que les impôts. Hein. À un moment, c'est tu vois, c'est ce truc-là aussi de protection, de trucs. Je veux dire, t'es à Paris, tu peux même pas vivre tranquillement parce que tu as fait 50 ou 100 000 euros en crypto. Mais c'est quoi 50 ou 100 000 euros? Tu vois, il y a un moment où c'est... Et puis même ce truc de toujours rester dans la médiocrité, les gens croient que le SMIC est le salaire moyen de... Tu vois, tu gagnes 2000, 2500 euros, j'ai aucun manque de respect pour les gens qui gagnent ça. Mais les gars, vous pouvez faire tellement plus et vous allez faire tellement plus. Pas dans le trading. Je suis pas là pour dire venez dans le trading, c'est pas vrai. Mais soyez conscients qu'il n'y a pas de limite sur ça.
et que l'argent n'est qu'une conséquence du travail bien fait. Et le travail bien fait, c'est de se trouver un métier dans lequel on est à l'aise, on est en sérénité. Et il y a un boulanger, un pâtissier, mais qui fait des millions d'euros, Cédric Grolet. Combien de mecs ils ont fait énormément d'argent? Et tu crois que les gens qui vendent du PQ, tu vois, les sociétés de PQ, moi j'ai un de mes mentors business qui m'a toujours dit, va dans les business pas sexy. Ouais. Ceux que personne ne regarde, tu vois, c'est là où il y a de l'argent. Et la crypto, c'était pas sexy. Et je veux pas que ça devienne sexy dans ce truc-là, tu vois, que ça devienne la mode. Ah, on va se kidnapper un mec crypto ou quoi, tu vois. T'as toujours été entrepreneur? J'ai toujours été entrepreneur. Ouais. Entrepreneur, j'ai raté énormément de choses. Tu vois, j'ai raté énormément de business. J'avais pas la discipline, j'avais pas la rigueur. Le trading, ça me parle énormément parce que c'est peut-être le dernier truc où j'ai dit, ça, j'en sors pas. Ah ouais, c'est... Ah ouais. Tu ne dois pas faire autre chose. Non. T'as pas ce truc de, tu vois, dès que tu arrives au top, enfin, dès que tu maîtrises quelque chose, tu as besoin d'aller maîtriser autre chose, tu vois, d'aller faire un nouveau truc. Justement, grâce à Estec, à Karl, justement, une fois en parlant avec lui, je lui dis, mais c'est quoi l'objectif pour toi? Il me dit quoi? Je lui dis, non, mais c'est le milliard, tu vois. Il me dit, quand j'arrive au milliard, ça veut dire quoi? J'arrête. L'objectif, c'est de rester numéro 1. Et c'est ça, en fait. C'était même pas de... C'est-à-dire que j'ai compris que le trading, pour lui, même s'il n'y avait pas d'argent, il traderait toujours. Parce que ce sport, en fait, le truc de sport psychologique, sport cérébral, mais on y va. Et moi, mon objectif, c'est de ne pas en avoir. C'est de maintenir justement mes objectifs de rigueur. Et le trading, c'est vraiment ce que j'aime le plus au monde. Je le cache pas. Je sais que ça peut être super paradoxal pour beaucoup de gens qui m'écoutent parler, mais c'est vraiment ce qui m'anime. Moi, ça me fait vibrer de ouf, en fait. Je kiffe de ouf. Je kiffe de ouf. Tu kiffes être sur YouTube aussi? Ouais. Les interviews. J'aime bien. Après, c'est vrai que j'ai un petit PTSD de la musique, c'est-à-dire que je faisais énormément de vues en musique. Et le fait d'intéresser beaucoup moins de personnes, mais des personnes beaucoup plus intéressantes, j'ai du mal à le vivre et à être régulier dans mon contenu. Et il faudrait que je le sois plus parce que j'ai des bons retours justement sur les gens qui vont regarder mes contenus et qui me disent « Ah, on comprend des choses avec toi » ou « Ça peut être intéressant ». Et puis j'aime bien ce truc-là, mais c'est un métier à part entière, créateur de contenu. Et le trading, ça prend énormément de temps parce que je trade vraiment beaucoup et donc ça prend du temps. Tu pourrais refaire un son? Ouais, j'ai fait un freestyle dernièrement sur Insta, mais ce qui est marrant, c'est que j'ai des références trading maintenant. Ouais, par exemple, j'ai dit dans un son que j'ai écrit que j'ai pas sorti, j'ai dit j'ai niqué ma carrière, il y aura pas de tournée dans plus de 200 villes. Mon seul moyen de refaire le million, c'est le Solana à plus de 200 000. C'est pas mal. Et donc, c'est des références trading qui reviennent comme ça. Et il faut que je me calme parce que les gens ils vont se dire ça, il a pété les plombs lui encore. Il y a eu une mode de ça un peu, non? À un moment, dans les rappeurs, il y avait des refs sur Solana. C'était Freeze, ouais. Freeze, je crois Big Flo et Oli aussi. Ouais. Osman. Ouais. Il y a toujours des refs aux crypto un petit peu. Ouais, toujours. Enfin, c'est le bull run, tu vois. Ouais, il y avait La Crime et je crois PLK qui avait sorti un morceau Ledger. Ah ouais? Ouais, où ils disent qu'ils vont arracher ta Ledger. Voilà, les gars, on se refait pas. Je te fais des petites complétions de phrases. Ouais, bien sûr. Je te dis le début, tu me dis la fin. Quelle crypto pourrait dépasser Bitcoin? Aucune. La crypto qu'il ne faut surtout pas acheter. Allez, je me les mets à dos, je dirais EGLD. La dernière crypto que j'ai achetée. La dernière crypto que j'ai achetée, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de crypto. J'ai repris du SUI quand il y avait la baisse. Ok. Bon call, normalement. Là, c'est une des seules qui repart. Là, ouais, l'écosystème est bien surtout. Ce qui bâtissent autour, c'est pas mal. Ouais. Tu sais que j'ai revendu l'ICO. Ah ouais? T'avais une ICO SUI? Ouais. Pendant 1 an, j'ai revendu tout mon vesting tous les mois parce que j'étais persuadé que c'était de la merde. Mais... Mauvais call, pire call. La blockchain la plus performante selon moi? Solana. Je trouve que c'est d'ailleurs ce qui fait le PVP total de Solana. Quand on parle de blockchain en termes de rapidité, je veux dire, les transactions sur Solana, c'est complètement n'importe quoi pour moi. Et surtout le fait qu'ils aient été très congestionnés pendant pas mal de périodes et qu'ils aient réussi à pallier à ça. Et surtout quand ils ont eu l'affluence, quand il y a eu le Trump même coin, le CAR, le Libra en même temps et que ça n'a pas crash, ça montre qu'ils sont ultra performants. J'arrête pas de recevoir des messages en ce moment. Ouais, Cristiano Ronaldo va sortir son meme coin. Tu l'as vu passer, ces trucs-là? Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça va se faire, tu penses? Non, je pense pas. Je pense qu'il est capable. Hein, il a trop à perdre, hein, je pense, aussi. J'ai pas l'impression, j'ai l'impression que ça passe. Ah ouais? Ouais, il a fait Binance. Messi qui a fait une pub... BitGet, ouais. Non, pas que BitGet. Messi ou Suarez qui ont fait une pub pour un meme coin Water. Ah ouais? Ouais. J'avais pas vu passer ça. Ça fait 20 millions, tout 100 millions, 100 millions, tout 10 millions. Ouais, les gens, ils oublient. Hein. Non, pas de problème. Ouais. Jongle. Peut-être qu'il va le faire. Hein. Du coup, Solana, $1000 ou pas? Compliqué pour moi. Je dirais 500, ça serait déjà sympa. Ouais. Le secteur le plus prometteur dans les cryptos, 2025. Je pense vraiment les RWA.
Real World Asset, connecter et tokeniser des actifs du monde réel à la crypto-monnaie, ça ferait un pont entre les investisseurs classiques et le fait de pouvoir détenir des actifs à plusieurs et de pouvoir les revendre de façon intelligente. Je pense que c'est très intéressant. C'est l'un que je préfère le plus aussi. L'outil indispensable quand on investit en crypto. L'outil indispensable quand on investit en crypto, je dirais YouTube. Ça peut paraître très paradoxal, mais YouTube, ChatGPT, je trouve que c'est une bibliothèque ouverte. Moi, je dis YouTube, en fait, si une formation est un livre, YouTube, c'est plein de pages séparées et c'est à vous de les remettre dans l'ordre. Et je pense que vraiment, le vrai truc, c'est quoi? C'est qu'il faut que ça reste digeste. Donc, 45 minutes par semaine, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Il y a énormément de youtubeurs qui sont géniaux. Asher, tu vois, Asher, je trouve très très bien. Julien Roman aussi, malgré qu'on l'ait beaucoup critiqué. Eddie, j'oublie son nom. Reel Iril aussi, pas mal. Et il y en a un autre, attends, que je regarde, Eddie, et même vous, je trouve que les contenus sont très bien. Je pense que, ouais, réseaux sociaux, Twitter aussi, très important. News en direct et un bon wallet. Et quand je dis un bon wallet, c'est juste un wallet assez sûr, donc les ledgers et tout. Et voilà. La meilleure stratégie pour investir en crypto. Le DCA. Pourquoi le DCA? Parce qu'on parle d'investissement, donc c'est dollar cost average, c'est acheter sans subir le marché, vu qu'on achète toujours à une période définie. Je pense que Bitstack, par exemple, sont très bien dans ça. Investir en crypto, le problème, c'est qu'il faut, avant d'investir en crypto, comprendre qu'est-ce qu'on cherche, ne pas se mentir et qui on est. C'est-à-dire que si on a un petit portefeuille ou un petit pécule, alors on fera un meilleur rendement avec Bitcoin qu'avec pas mal de PEA ou etc. ou je sais même pas comment ça s'appelle, mais je pense que tu m'as compris. Le livret A, par exemple. Ouais. Mais il faut savoir qui on est. C'est-à-dire que si tu cherches le prochain x100, le prochain x1000, bah malheureusement, et je le dis vraiment malheureusement, ça va être les mêmes coins qui vont proposer cette alternative. Mais il faut savoir que tu as 99,8% de chances de perdre ton investissement totalement dans la première heure. C'est aussi ça le truc. C'est bien de le rappeler. C'est la réalité. La crypto la plus sous-cotée. La crypto la plus sous-cotée, moi je trouve que c'est Cubic. Ok, je sais pas si tu vois un petit peu. Ouais, bien sûr. Ouais. Déjà, le concept est cool. Ouais, le concept est cool. La team qu'il y a dedans, le fait qu'ils essayent vraiment d'apporter une solution sur le trilemme des blockchains, pas mal de choses qui se développent autour. Et ça a bien pété en décembre. Après, ça s'est un peu calmé, c'est revenu à normal. Et XRP, j'arrive pas trop à comprendre en fait le côté sous-côté que les gens voient dedans. Pour moi, c'est bien évalué, c'est bien comme c'est. J'ai des amis XRP Maxi qui me disent XRP à 10 000 $, je leur dis oui. Mais ça, on l'entend depuis 2010. Ah, moi, j'ai vu même USDT à 5 $. Donc, ah oui, ouais. Plus rien ne m'étonne. Le meilleur moment pour revendre ses cryptos? Quand tout le monde est heureux, quand tout le monde crie au génie, et surtout une stratégie dans les mêmes coins qui me sert beaucoup en trading traditionnel, prendre des partiels, c'est super important. Ouais, c'est sûr. Ouais. Les gars, par exemple, même coin, on dit x100, x1000, etc. J'ai fait, je crois, qu'une seule fois plus de x100 dans ma vie, c'était avec Ponké, parce que j'avais vraiment de la conviction. Et même avec Bonk, je fais pas un x100, je dois faire un x50 et quelques, parce que j'avais investi lourd, tu vois. Faire un x100, déjà, si le même coin fait x100, la logique, ça serait que déjà, à minimum à x2, x3, on sécurise ce qu'on appelle son initial, c'est-à-dire combien on a investi, et on laisse couler. Ouais. Voilà. Et de toute façon, pour faire un x100, on en parlait tout à l'heure encore dans un de mes groupes, il ne faut pas hésiter à round trip, c'est-à-dire qu'il y a plein de fois où vous allez avoir des décollages ratés, vous allez voir le truc qui va aller à 2 millions, vous ne vendez pas, ça revient à votre initial, ça fait partie du jeu. Mais en même temps, c'est ça le chemin d'un même coin. Déjà, ça, psychologiquement, de prendre un partiel, tu te sens beaucoup mieux. Ouais, t'es tranquille. Ouais. T'es tranquille. Et même en trading, quand tu as pris un partiel sur une position, tu vois, il y a des stratégies à faire. Par exemple, si tu avais mis un SL de 20 pips, tu es rentré avec un lot de 1 pour te le dire et que tu es arrivé à 40 pips de plus, tu sécurises minimum ton truc, tu laisses ton SL là où il est et tu vas regarder plus tard. Et là, si tu es dans la direction to the moon, tu as pris ton 500, 1000 pips tranquille, ouais. Et ça t'a rien coûté. La meilleure plateforme pour acheter des cryptos? Je trouve que BitGet sont très bien. Au risque de me faire encore des ennemis, j'ai beaucoup de mal avec Binance. Ouais. J'arrive pas, j'aime pas l'interface, je trouve que c'est compliqué. BitGet, je trouve qu'ils ont bien tiré leur épingle du jeu. On n'est plus en collaboration aujourd'hui, mais j'en suis encore client. Facile d'utilisation et surtout le fait qu'ils arrivent à backer Bybit, tu vois, pendant le hack, en disant regardez, nous on est une plateforme legit, on a notre fonds souverain et on va vous prêter des sous, tu vois, c'est une bonne manière de se mettre en avant. Communication pas mal, fluidité pas mal, service client très bien. Et moi, je trouve que c'est facile d'accès. En fait, Binance, c'était très... 2017-2018, on n'avait que ça, tu vois, avec Coinbase. Donc, les gens se sont grave habitués à l'interface. Coinbase, je me suis jamais mis, par exemple.
Ouais, c'est très retail, hein. Il y a beaucoup de frais sur Ok. Coinbase. Ok. Mais les BitGet by Bit sont peut-être un peu plus compliqués à prendre en main, tu vois. Surtout si tu fais du futur et tout, etc. Salut les gars, je fais une petite coupure parce que c'est mon podcast. Si j'ai envie de faire des coupures, je fais des coupures. Je vous prends juste 2 minutes. Déjà, merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les émissions, à vous abonner, à mettre des commentaires. Donc ça, c'est cool. Deuxième point, si on veut continuer à faire ce type d'interview, à se déplacer, vous savez que derrière, il y a du matériel, il y a des gens qui montent, des gens qui font les minia, des gens qui font les rendez-vous, etc. Ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Donc, on s'entoure de sponsors, bien évidemment. Et vous savez qu'on trie énormément, on prend pas des sponsors à l'arrache ou en tout cas à l'aveugle. Et donc je suis assez fier, assez content d'avoir ce nouveau sponsor. C'est la première fois qu'on travaille avec un exchange et on est avec Kraken. Alors Kraken, je pense que vous en avez forcément entendu parler. Ils sont là depuis 2011. C'est un peu les pionniers, l'exchange des OG. Si vous entendez un mec, j'ai acheté des bitcoins sur Kraken, etc. Ça date. Donc c'est un exchange qui est assez historique. Ils ont la particularité, ça c'est le truc qui ressort à chaque fois, ils se sont jamais fait hacker. En tout cas, vos cryptos sont en sécurité. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire dessus? Acheter vos cryptos, échanger vos cryptos, revendre vos cryptos classique. Il y a, attention, une très bonne nouvelle, et c'est pour ça aussi que je veux bosser avec eux, les futurs. Pour ceux qui savent pas ce que c'est les futurs, vous avez manqué à l'époque quand c'était possible de trader donc avec des leviers sur Binance, etc. Ça a été interdit par la loi. Sauf que Kraken, ils ont évidemment la loi MiCA qui est imposée en Europe pour les exchanges et également la loi MiFID II qui leur permet de faire du leverage. On appelle ça du leverage, les leviers, d'accord? Donc du trading perpétuel futur. Donc concrètement, vous allez pouvoir trader vos bitcoins, Ethereum, etc. Beaucoup de paires avec un levier x10. Les gens qui me disent dans les commentaires, ouais, x10, c'est pas beaucoup, sur tel exchange non régulé, je peux faire x100, c'est que vous savez pas trader les futurs. x10, c'est largement suffisant quand vous faites du bon trading avec des petites tailles de position et que vous avez bien évidemment un stop loss. Donc faites attention, c'est pas pour s'amuser, c'est pour les traders expérimentés. Et d'ailleurs, vous pourrez pas activer les futurs tant que vous n'aurez pas rempli un questionnaire. Je l'ai fait et je peux vous dire que vous devez savoir trader, vous devez être un pro pour débloquer cette option-là. Vous avez d'autres avantages assez cool comme le auto-staking. Qu'est-ce que c'est l'auto-staking? Des fois, vous avez sur des plateformes, on vous demande de bloquer vos Ethers pour toucher un rendement. Là, ça se fait automatiquement. Vous activez l'option et simplement les cryptos que vous avez dans votre wallet, elles vont vous rapporter du rendement et c'est payé toutes les semaines. Donc c'est jusqu'à 12%. Vous avez la liste là de toutes les cryptos qui sont éligibles. Donc ça c'est cool, vous touchez à rien et vos cryptos se compoundent et génèrent des profits automatiquement. Donc toutes les semaines vous allez avoir un petit peu plus de TH, un petit peu plus de Matic, un petit peu plus de TIA, un petit peu plus de tout ce que vous avez dans le wallet et qui est éligible. Donc vu qu'on est partenaire, on a des bonus. Vous allez pouvoir avoir 50 € si c'est votre premier compte chez Kraken. Et donc, bien sûr, il y a une petite étoile, 50 € si vous dépensez 200 €. Donc, vous créez un compte sur la plateforme, vous dépensez 200 €, vous achetez peu importe du Solana, vous allez recevoir 50 € de Bitcoin en welcome bonus. Donc, je vous mets le lien en dessous, vous avez l'appli et vous avez aussi 2 interfaces, il y a Kraken basique et il y a Kraken Pro pour ceux qui veulent faire du trading et des futurs. Merci encore de regarder Blocks. Ceux qui ne sont pas abonnés, on vous voit. Vous allez manquer plein de trucs parce que là, on a des bangers d'interviews qui arrivent et on repart dans celle où on était juste là maintenant. Et salut les gars, ciao. Le meilleur wallet pour sécuriser les cryptos. Ledger, il n'y a pas... Ledger. Ledger français, il n'y a pas à chier. Le meilleur moyen de se former en crypto. Le meilleur moyen de se former en crypto, malheureusement, ça va être en perdant de l'argent et en comprenant pourquoi. Je pense que c'est comme ça que tu as appris, c'est comme ça que j'ai appris. Et il faut accepter qu'il y a un moment où il faut se manger son petit pain noir avant de réussir à performer. On peut faire de la théorie avant la pratique, c'est-à-dire que beaucoup comprendre, etc., aller se renseigner. Encore une fois, ce truc de formation, parce que c'est condensé, ça peut être pas mal. Mais il n'y a rien de plus formateur que le marché en lui-même. Et là où à un moment, j'étais dégoûté du marché Memcoin, mais là où en même temps, je suis heureux de ce qu'il a pu apporter à ma communauté, c'est que des gens qui nous ont rejoints, nous, ou d'autres communautés Memcoin, ont été tellement dans le feu de l'action qu'ils ont été obligés d'assimiler des connaissances que normalement tu acquiers en 4-5 ans. Tu vois. Moi, par exemple, quand je parle avec des OG crypto, ils me disent ça va, t'es calé quand même. Et ils ne comprennent pas que j'ai été dans l'obligation de comprendre beaucoup plus vite qu'eux, en fait. Donc, je trouve ça très, très formateur, la DeFi en général. Ouais. Bah, écoute, moi, j'ai bien aimé tout ce que tu as dit, honnêtement. Et comme je t'ai dit, t'es pas juste le mec sur les réseaux qui vend un truc sur Telegram Dubaï. Là, je m'en rends bien compte. Tu as beaucoup de connaissances en crypto. Merci de l'avoir partagé avec plaisir. Avec nous. Et j'apprends encore. Hein. Vraiment, je suis au tout début. Et avec notre audience. D'ailleurs, si tu as un petit call to action à faire avant qu'on termine, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens ou c'est que tu as envie de les emmener? Bon, je n'ai pas envie de les emmener quelque part, mais en fait,
moi, ce que j'aimerais dire, c'est que si vous êtes déjà trader, si vous êtes intéressé au trading, si vous comprenez tout ce jargon, etc., bah, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter, vous pouvez venir voir de vous-même les performances. Alors, il y a des jours où c'est pas bien du tout, hein, comme vous d'ailleurs, mais en tout cas, on a un groupe où on rigole bien et on passe des bons moments et surtout, on est là pour se tirer tous vers le haut. Donc, si vous avez le bon état d'esprit, comme je dis toujours, c'est avec nous ou seul contre eux. Merci beaucoup, Sadek. Merci à toi. C'était cool et on se retrouve pour un prochain épisode la prochaine fois. Allez, ciao, ciao l'équipe. Ciao.